Bonjour, ici Gras pour les dubitaristes. Qu'êtes-vous en train d'écouter ? Il s'agit d'une série d'interviews réalisées durant l'été 2021 dans le but très méta de questionner le scepticisme. Notre association, les dubitaristes, se revendique de l'esprit critique, mais nous savons que nous n'en sommes pas experts et expertes et que la communauté zététique n'en est pas gardienne. C'est pourquoi je suis allé trouver des personnes plus ou moins proches de la zététique, certaines ne connaissaient d'ailleurs pas le terme, pour parler de l'esprit critique avec elles. Les thèmes évoqués varient bien sûr selon les personnes, mais la discussion reste orientée vers la représentation biaisée qu'on peut avoir de l'esprit critique, sur des dérives de ses usages, sur des aspects problématiques liés à la communauté elle-même, bref, des critiques. Je salue au passage une partie des productions critiques du scepticisme et de la zététique, venant de l'extérieur ou de l'intérieur de la communauté. Petits avertissements avant de commencer. Les projets de notre association sont acceptés en collectif, mais les prises de position individuelles n'engagent pas le collectif. Dans cette émission, ma parole reste donc la mienne. Et je vous prie d'excuser mon amateurisme en matière d'interview et de production audio, j'espère que l'émission restera agréable à écouter. Pour ce premier épisode, nous sommes avec Andrea de la chaîne Concrètement Moi. Sur ce, que le doute soit avec vous. Merci d'être la première à te prêter à l'exercice. Ouais, de rien, avec plaisir. J'avais prévu de commencer juste en te demandant qui es-tu, que fais-tu? Waouh. Vite fait, Non, mais on va y arriver. C'est difficile de se présenter en 2 minutes. Et puis je suis, j'allais dire, une femme de 39 ans qui a 2 enfants, qui travaille, j'ai une chaîne YouTube, je Twitch, je suis polyamoureuse, je suis sceptique depuis pas très longtemps. C'est un peu polyamour et scepticisme, c'est ce que je partage en tout cas sur Internet, sur ma vie publique, entre guillemets. Voilà, qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? En fait, il y a tellement de choses qui composent ma personnalité que c'est très difficile de résumer en 2 minutes. Mais disons que sur ma chaîne YouTube, je vais vraiment parler les choses qui me tiennent à cœur et que je peux partager publiquement. C'est-à-dire peut-être l'éducation de mes enfants, mes relations amoureuses, la gestion de conflits, la communication non violente, le scepticisme. Et j'ai envie de dire, de manière générale, ce qui me plaît dans la vie, c'est vraiment d'essayer de sortir de tout système de domination. Donc voilà, ça va tourner autour de ça. Quand je parle d'éducation, c'est vraiment de sortir de la domination du parent sur l'enfant. Quand je parle de gestion de conflits et de communication non violente, c'est sortir de la domination dans des relations intimes. Essayer, parce que c'est pas facile, on est quand même vachement conditionné à être dans des positions de domination et de soumission. Et voilà, de manière générale dans ma vie, c'est ce que j'essaie d'appliquer le plus largement possible. t'as déjà évoqué un peu la sphère sceptique. Où est-ce que toi tu te situes par rapport à la sphère sceptique? Comment tu envisages ta relation avec la sphère sceptique? Alors, il y a tellement de choses à dire encore là. En fait, moi, au début, j'ai découvert le scepticisme il y a un peu plus d'1 an, en regardant des vidéos d'hygiène mentale. Et quand j'ai découvert le scepticisme, en fait, j'ai commencé à adopter ces outils j'allais dire, de réflexion, de méthode de recherche de la vérité et tout, que j'ai beaucoup aimé. Et je sais pas, moi, au moment où j'ai commencé à utiliser ces outils, j'ai commencé à me sentir sceptique. En fait, j'ai vu après coup que sceptique, il y en a pour qui c'est un titre, que tu peux pas te dire sceptique comme ça. Et du coup, moi, je me suis dit, mince, ça se trouve, en disant que je suis sceptique, il y a des gens qui se sont dit, mais pour qu'elle se prend de dire qu'elle est sceptique alors que ça fait quelques mois qu'elle connaît les outils. Bref, moi, j'ai l'impression que je suis sceptique, mais je suis pas sûre que ça convienne à tout le monde, que quelqu'un comme moi, qu'on puisse qu'on ait là, qu'on ose se dire sceptique alors que ça fait que quelques mois qu'on connaît les outils. Pour moi, le scepticisme, c'est un peu ce truc de questionner, d'essayer de trouver des outils fiables, etc. Et si je compare à mon entourage dans la vie réelle qui n'est pas du tout sceptique, je me trouve beaucoup plus sceptique. Et du coup, ça me choque pas de me dire, bah ouais, t'es dans une démarche sceptique, t'es plutôt quelqu'un de sceptique. Bon, ça me choque pas, mais c'est vrai que dans la communauté sceptique, j'ai l'impression qu'il y a des gens pour qui n'est pas sceptique n'importe qui arrive comme ça et qui découvre les outils. Ensuite, comment je me situe par rapport à la communauté sceptique ? C'est vraiment une communauté qui m'a fait bizarre à intégrer. Est-ce que je suis intégrée dans la communauté ? Je ne sais pas.
ça m'a fait bizarre d'arriver ici parce que dans la communauté sceptique, parce que comment on va dire, j'ai rencontré vraiment des gens d'un milieu socioculturel très 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 différent des personnes que je côtoie habituellement, et ça m'a fait bizarre et je me suis rendu compte que j'avais pas les codes, et j'apprends petit à petit les codes. Qu'est-ce que j'allais dire? Ça me fait bizarre la façon dont les gens parlent dans la communauté sceptique. J'ai l'impression que c'est, pour résumer vite fait, pas mal d'hommes cis blancs hétéros bourgeois. Alors bien sûr, il n'y a pas que ça, mais et puis des universitaires, des chercheurs, des ingénieurs, bref, des gens qui en plus sont, je sais pas, des intellectuels qui utilisent des mots que j'ai du mal à comprendre, qui parfois en plus se réfèrent à des concepts que tu peux pas juste aller voir la définition du mot. Donc j'ai l'impression d'être totalement en décalage, dans le sens où je parle pas comme les gens de la communauté sceptique parlent, je m'habille pas comme les gens de la communauté sceptique s'habillent, je n'ai pas les codes de la communauté sceptique, et j'ai pas forcément envie, j'allais dire, de les avoir complètement. Évidemment que quand j'arrive dans une nouvelle communauté, évidemment que je vais essayer de prendre les codes, on va dire, je vais essayer d'adopter un peu des codes pour ne pas être rejetée, mais je vais pas transformer ma personnalité. C'est un peu, tiens, je vois que ça passe pas dans la communauté sceptique, je vais plutôt éviter de le faire ici. Et voilà, pour avoir côtoyé d'autres communautés, c'est vrai que la communauté sceptique est pour l'instant la communauté la plus intello-bourgeoise que j'ai côtoyée, et franchement, ça fait bizarre, et c'est pas forcément évident, mais en même temps, je tiens quand même à dire que c'est la communauté la plus, comment on va dire, c'est les personnes, je sais pas si ce terme existe, et sinon c'est moi qui le dis comme ça, hein. C'est vraiment les discussions avec les gens de la communauté sceptique sont les discussions dans ma vie qui m'ont procuré le plus d'orgasmes intellectuels. En fait, je te jure que j'ai jamais eu de discussion aussi intéressante, passionnante, et aussi qui me mettent des décharges d'endorphines dans le cerveau, mais c'est un truc de malade. En fait, quand je parle avec d'autres gens qui sont pas de la communauté sceptique, je vais avoir d'autres plaisirs avec la communauté sceptique. Il y a plein de fois où mon cerveau, on dirait qu'il est tout d'un coup, il est dans un bain de bien-être, et tu te dis waouh, mais comment on peut, enfin je sais pas, je trouve que j'ai des orgasmes intellectuels depuis que j'échange avec la communauté sceptique, et j'aime beaucoup ça. Et du coup, ça me donne vraiment envie de continuer à échanger avec cette communauté et à en faire partie, de mon côté, hein, parce que clairement, j'ai l'impression que je corresponds pas tellement à l'image de la communauté sceptique, quoi. Ouais, c'est marrant dans tout ce que tu dis. D'un côté, tu dis que tu as ressenti comme une sorte de, pas de condescendance, mais presque au moment où tu es arrivé dans la communauté, que tu es vachement en décalage, que tu l'es toujours, Ouais. que c'est pas du tout les mêmes personnes qui sont dans la communauté que toi. Et pourtant, les discussions que tu as, que tu qualifies d'orgasme intellectuel, euh, tu dis aussi que la communauté est super stimulante, super intéressante, que tu as envie d'y Ouais. rester. En fait, quelle opinion générale de ce milieu, t'as de ce milieu? Comment Mais ça se en fait fait, que t'aimes rester à ce point, ouais. quoi? Et je pense qu'en fait, c'est aussi lié peut-être au fait que je me suis tournée vers des personnes de la communauté sceptique qui sont politisées à gauche. Et je pense que c'est peut-être pour ça, on va dire que je pense ne côtoyer qu'une partie de la communauté sceptique. Et je pense ne côtoyer surtout la partie de la communauté sceptique qui, comment va-t-on dire, qui m'a introduit à la sociologie, enfin, je sais pas comment ça s'appelle, la sociologie des oppressions. J'ai vraiment, j'ai trouvé beaucoup d'outils là-dedans, et je pense que c'est vraiment avec ces personnes-là que je m'entends le mieux, et que vraiment, j'ai le plus, entre guillemets, je vais pas dire orgasme intellectuel à chaque fois, mais je vais dire, c'est avec eux que vraiment ça me fait plaisir de parler, parce que j'ai l'impression que c'est des personnes qui me prennent moins de haut déjà, et qui ont réussi à mettre des mots sur des choses que je vivais et depuis des années que j'arrivais pas à mettre des mots dessus. Et du coup, je pense, maintenant que je te parle, en fait, que je côtoie plutôt une certaine partie de la communauté sceptique, et plutôt la partie à gauche, bien à gauche, on va dire. Tu l'as rencontré, la partie de droite? En fait, j'allais dire, moi, la partie de droite, j'ai quelques noms qui me viennent en tête. En fait, je pense que c'est des personnes à qui je suis pas allée parler. C'est des personnes dont je regarde pas les vidéos. C'est des personnes où, en fait, direct, je sens pas le truc, j'ai pas envie. Et du coup, j'ai l'impression que j'ai pas de contact avec cette partie-là, en fait.
Franchement, ça me fait bizarre parce que c'est en parlant avec toi que je me rends compte. Je pense que j'ai des contacts qu'avec une partie de la communauté sceptique et je pense pas avoir de contact avec cette partie-là. Est-ce que tu aurais l'impression que les deux, enfin, si on peut dire qu'elles existent, les deux sphères gauche et droite de la zététique, du scepticisme, elles sont séparées ou elles interagissent pas mal? Enfin, c'est quoi ton Alors moi, j'ai impression vraiment là-dessus? l'impression, mon impression forte, c'est que en tout cas quand je suis arrivée, c'est qu'il y avait un gros conflit, quoi. Alors, je sais pas exactement, je connais pas forcément l'historique. Moi, en arrivant dans la communauté sceptique, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les gens s'insultent comme ça? Pourquoi les gens sont d'une telle violence? Ouais, bon, la violence, ça reste quelque chose de compliqué. Je comprends certaines violences, je suis plutôt pour la non-violence, mais évidemment, je suis pas contre toute forme de violence. Mais ce que je veux dire, c'est que j'ai trouvé des échanges très violents, je pense, entre des gens de gauche et de droite. Je pense que ça divise la communauté sceptique. C'est vraiment mon regard de nouvelle arrivée. Et comment on va dire? Je me désole qu'on en soit arrivé à un point où c'est si difficile de communiquer entre certaines personnes, mais en même temps, je sais pas ce qui s'est passé avant. Et du coup, j'ai forcément... j'ai des personnes qui vont expliquer voilà ce qui s'est passé avant, mais j'ai qu'un point de vue, puisque je parle surtout avec les gens de gauche. Et j'ai pas l'autre point de vue, et du coup, j'ai du mal. J'ai du mal à exactement comprendre ce qui s'est passé. Si vraiment avant, il y avait une communauté soudée et que tout d'un coup, ça s'est déchiré, si ça se déchire depuis le début, et si c'est vraiment le cas, s'il y a vraiment une communauté de gauche et de droite qui sont en train de... Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens qui disent eh oh, la communauté zététique, il y en a certains, vraiment, quand c'est les sciences dures, eh ben, ils sont très... il faut le consensus scientifique, il faut faire une vraie enquête, etc. Tu dis pas ton opinion et tout, mais que dès que ça touche aux sciences humaines et sociales, à la sociologie, à la société, ils vont donner leur avis sans aller voir le consensus scientifique, et ils vont se foutre en fait du consensus scientifique dans les sciences sociales. Et du coup, même si on leur dit, même si des experts leur disent, ils vont pas les écouter parce qu'ils vont plus se fier à leur avis. C'est un peu ce que j'en ai compris en tant que plutôt nouvelle arrivée, quoi. On reparlera de communication et de violence, bien sûr. Ouais. Mais vite fait, comment tu vois cette violence-là, la violence dont tu parles, que tu as vue quand tu es arrivé dans la communauté, C'était entre des les messages sphères? sur Twitter. Hein. C'était des messages sur Twitter et sur Facebook. J'ai halluciné. J'ai fait waouh, que se passe-t-il? Pourquoi les gens sont. Tu sentais beaucoup de colère, beaucoup de. Comment on va dire? D'accusations, de reproches à l'autre et beaucoup de colère. Et du coup, j'avais vraiment du mal à comprendre ce qui se passait exactement et pourquoi on en était arrivé là, quoi. Et aujourd'hui, vu que tu t'es un peu plus renseigné sur l'origine de ces conflits, est-ce que c'est des violences qui te semblent plutôt légitimes ou mal exprimées Je ou... me suis pas assez renseignée. Ok. Je me suis pas assez renseignée parce que en général, c'est plutôt des choses qui vont que je vais avoir tendance à fuir si ça a pas un intérêt direct pour moi. Si je vois qu'il y a beaucoup de violence, des conflits et tout, soit ça a vraiment un intérêt pour moi, soit je mets de côté et je préfère travailler sur mes vidéos, sur mes trucs et tout, parce que je me dis, bon, pour l'instant, il n'y a pas d'intérêt direct. Donc, si à un moment, il y a un intérêt direct, tu te pencheras dessus, mais j'ai pas envie d'y passer des heures, quoi. Alors, on est déjà parti super loin. Ouais. Parce que je voulais te poser des questions spécifiquement sur ce que tu fais et ta vision du scepticisme. Donc, je peux commencer par ça. C'est quoi ta vision, ton usage, tes pratiques du scepticisme? Ma vision du scepticisme, je la vois vraiment comme, en fait, réussir à utiliser le scepticisme dans la vie de tous les jours pour toutes les petites situations qu'on a au quotidien. Moi, clairement, depuis que j'utilise ces outils, je les utilise dans la vie du quotidien. Quand je vais acheter un truc sur Internet et que je vais aller sur Amazon et je vais me dire attends, pourquoi tu vas acheter ça? Qu'est-ce qui te fait croire que ça c'est efficace? En fait, je l'utilise dans tellement de trucs et puis qu'est-ce que j'allais dire? J'aimerais que ce soit des outils faciles à partager avec tout le monde, pas que des gens intellectuels, pas que des universitaires, pas que des chercheurs. J'aimerais vraiment essayer de trouver des outils pour mettre ça à portée de tout le monde. Et ensuite, j'aimerais aussi que les gens en viennent à utiliser ces outils également sur leur vision du monde, qui n'est pas juste les sciences dures, en fait, sur leur vision de la société, sur leur vision de l'être humain, sur leur vision de tout ça. J'aimerais que, en gros, le scepticisme soit quelque chose de
très large et pas simplement des sciences dures, etc., qui touchent à plein de domaines et qui soient très faciles à partager à des gens qui n'ont pas forcément le vocabulaire, qui n'ont pas forcément les concepts, qui ne côtoient pas les milieux intellectuels. Ouais, moi, je sais plus si je réponds à la question, mais je sais plus quelle était la question. C'est ce que j'aimerais. Ah, cool. C'est ce que j'aimerais. Ce serait vraiment le but. En fait, le but que je recherche, ce serait de réussir à intégrer des concepts compliqués, de les rendre le plus simple possible et de les partager au plus grand nombre de manière très concrète. Voilà, de manière, je sais pas, tu veux faire un achat ou tu veux aller voir un médecin, une médecine alternative, etc. Comment tu peux te renseigner facilement, sans besoin d'être un intellectuel et d'être un scientifique, et comment tu peux utiliser ça dans ta vie de tous les jours, quoi. Et quand tu as commencé à t'intéresser au scepticisme, toi, t'as pas trouvé tout de suite de contenu qui soit aussi accessible que tu le veuilles, qui soit aussi accessible que toi, tu essayes de le rendre? Non, j'en connais pas. Je connais pas des gens qui parlent comme les gens parlent autour de moi dans la vie réelle. En fait, il faut savoir que même là, je fais un effort pour te parler parce que je parle pas comme ça forcément avec tout le monde. Je fais un effort pour te parler et même devant mes vidéos YouTube, je fais un peu un effort. J'essaie de parler un peu mieux que dans la vie réelle, mais je connais aucun contenu que des gens autour de moi, je leur passerais et qui trouveraient ça facile à regarder, facile à comprendre dans un langage accessible. Peut-être que je connais pas. Peut-être que je connais pas et qu'il existe ce genre de contenu. Mais moi, souvent, j'ai envie de partager des contenus sceptiques et je me heurte à, comment on va dire, une incompatibilité parce que y a beaucoup de contenus, je sais pas, je les trouve peu accessibles à des personnes qui n'ont pas les codes sociaux ou qui n'ont pas le bagage intellectuel. Ben, je dois dire que je suis assez d'accord avec toi. Cool. Je pourrais pas citer comme ça beaucoup de contenus non plus qui sont accessibles à des tout publics, à moins que ça soit des trucs vraiment spécifiques pour un public très jeune. Et dans ce cas-là, peut-être que des adultes resteraient sur leur faim. Ouais. Mais après, moi, c'est vrai que par exemple, il y a des gens, rien que je leur dis, c'est un chercheur, tu vois leur tête, ils font, déjà, ils veulent pas écouter. Et si en plus tu leur dis, écoute quand même, rien que les phrases qui sont prononcées, ils vont dire, non, mais t'as vu comment ils parlent, c'est bon, quoi, ils veulent pas, en fait. Et du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien quelqu'un qui parle comme eux, quoi. Après, la majorité des producteuristes de contenu sur Internet dans le scepticisme ne sont pas des chercheurs et chercheuses. Ah ouais? Pourquoi ils s'expriment comme ça? Alors, c'est des intellectuels, alors. Alors, pourquoi ils s'expriment comme ça? Est-ce que t'en as des bourgeois, je sais pas. Une hypothèse? Moi, j'ai envie de dire, c'est parce que c'est des bourgeois ou parce que ils sont dans un milieu socioculturel, intellectuel, plus ou moins bourgeois. Avant tout intellectuel. Peut-être je me trompe. Je suis pas une grande pro de la sociologie. C'était mon intuition aussi. Ouais. Je sais pas trop. J'ai aussi l'hypothèse que le vocabulaire de la science, c'est une sorte de capital symbolique, quoi, qu'on est bien vu quand on l'utilise. Et donc, je viens d'utiliser le mot capital symbolique, par exemple, qui est un terme scientifique. Oui, mais du coup, les gens du peuple le vivent comme une oppression, cette façon de s'exprimer, en fait. Et du coup, ils aiment pas, parce que voilà, ça leur rappelle des trucs pas cool, quoi. Mais c'est un reproche qu'on fait beaucoup à la communauté sceptique, ce côté donneur de leçons et l'effet blouse blanche, l'effet grosse lunette des scientifiques. Donc pour toi, faire des vidéos de scepticisme et produire des contenus sur Internet, c'est une manière de rendre accessible. J'aimerais faire ça. Je sais pas si j'en ai la capacité, et c'est vraiment le but de ce que je recherche, le rendre plus accessible, effectivement. Le présenter d'une autre manière, parler un peu moins de manière, je sais pas comment dire. Pompeux. Un langage un peu plus accessible. Et t'as des retours par rapport à ça, dans tes fils de commentaires ou autre? Moi, franchement, tous les retours que j'ai sont tellement positifs que j'hallucine tout le temps. Franchement, à chaque fois que je vais sortir une vidéo sceptique, j'ai peur de m'en prendre plein la gueule parce que j'ai l'impression d'être complètement décalée par rapport au contenu qui se fait habituellement. Et je suis très surprise, étonnée et agréablement surprise des commentaires, quoi. Les commentaires sont vraiment... C'est tellement agréable, tu nous prends pas de haut. J'ai beaucoup eu ça. Très agréable de regarder, tu nous prends pas de haut, t'es ouverte, ça fait du bien de voir ce genre de contenu. Et plein de gens aussi qui me disent,
ça m'a donné envie de moi-même commencer à faire des petites enquêtes alors que je l'ai jamais fait, alors que ça fait des années que je suis dans cette communauté, mais je l'ai jamais fait par moi-même. Quand je te regarde, ça me donne envie, et même des gens qui me disent je l'ai fait grâce à toi en te regardant. Donc j'ai quand même l'impression, franchement les retours sont tellement positifs, c'est vraiment un moteur. Je suis tellement déçue de ne pas pouvoir tourner des vidéos en ce moment, mais j'ai beaucoup d'idées, beaucoup de vidéos en préparation, mais j'ai des problèmes de santé qui m'empêchent d'avancer plus vite. Mais vraiment, les retours de la communauté sont tellement positifs, je sais pas pourquoi. Je saurais pas l'expliquer, mais je trouve, je suis étonnée devant autant de bienveillance et de retours positifs. Je ne peux que recommander à toutes les personnes qui nous écoutent d'aller voir tes vidéos parce que effectivement, sur tes vidéos étiquetées scepticisme, tu montres toute ta démarche avec des captures d'écran pour montrer comment tu t'y prends en soulignant les difficultés que c'est quand on n'est pas habitué à lire des articles en anglais, par exemple. C'est clair. Avec tout ça, la communauté, les difficultés au début, comment t'as fait pour te sentir légitime à étiqueter une vidéo scepticisme et à partager ça dans la communauté? Je me suis tout de suite sentie légitime, je sais pas pourquoi. Tant mieux. C'est marrant, hein. Je me suis jamais dit... Non. Dès le début, je me suis dit, en fait, qu'est-ce que j'allais dire ? Dans ma vidéo, je suis pas en train de dire non plus que je suis la reine du scepticisme. Hein. En gros, quand je m'étiquette sceptique, ça veut dire j'essaye d'utiliser les outils sceptiques, et à la première vidéo où je l'ai fait, j'ai quand même beaucoup précisé, je l'ai jamais fait, je sais pas du tout si ce que je fais est bien ou pas bien. N'hésitez pas à me dire si je me plante complètement. On va dire que j'ai pas la prétention d'utiliser les bons outils de la bonne manière au bon moment. On va dire que je suis plus aussi dans un truc de partage. Ce que j'aime beaucoup aussi dans la communauté sceptique, c'est que je trouve que j'ai beaucoup de partage avec des gens qui viennent ensuite discuter avec moi, me dire là je suis pas d'accord parce que si ça, et que du coup c'est hyper enrichissant. Je pense que c'est ça, je pense qui me donne la légitimité maintenant que je t'en parle, c'est que je me positionne absolument pas comme comment on va dire, comme quelqu'un qui sait utiliser ces outils, comme quelqu'un qui les utilise bien. Je me positionne comme quelqu'un qui est honnête et transparente et qui est prête à entendre que en fait j'ai peut-être pas utilisé les bonnes méthodes et que ce serait cool de réfléchir avec certaines personnes et de dire oui, j'aurais peut-être pu faire comme ça et de m'améliorer, tu vois. Ouais, je pense que c'est ça. C'est que voilà, je me positionne pas du tout en sachante, quoi. Ouais, je posais aussi cette question juste par rapport à la composition de la communauté, parce que comme tu l'as dit, en tout cas ta perception, c'est que c'est beaucoup de mecs blancs éduqués, universitaires. Et je le savais pas avant de poster ma première vidéo. Ah oui, d'accord. Ah non, moi j'ai posté des vidéos de polyamour, je me suis dit tiens, ça me parle trop, je vais poster une vidéo, mais je m'étais pas rendu compte de qui... Déjà, je pensais pas qu'Hygiène Mentale allait la retweeter, quoi. Donc, pour moi, c'était une vidéo qui allait peut-être plutôt passer inaperçue. Je pensais pas que la communauté sceptique allait peut-être la regarder, peut-être s'y intéresser. Donc, je me suis juste dit que je postais une vidéo de plus sur ma chaîne où je parle beaucoup de polyamour, d'éducation, de communication non violente. Et en fait, Hygiène Mentale a retweeté, et en fait, j'ai fait connaissance avec la communauté sceptique, et j'ai dit « Ah, mais d'accord, en fait, c'est là que j'ai commencé à la connaître, mais je la connaissais pas du tout avant, en fait. » Et depuis les sujets que tu traites, que tu étiquettes scepticisme, je dis ça parce que avant, sur le nom de tes vidéos, il y a écrit scepticisme en gros. C'est ça. C'est des sujets qu'on voit très peu traités dans la sphère sceptique. Je voulais te demander pourquoi ces sujets-là, même si j'ai une petite idée, parce que tu as parlé de scepticisme du quotidien, donc je suppose que c'est les sujets qui, toi, te touchent le plus. Ouais, c'est ça. Enfin, j'allais dire, j'ai envie de parler de ce que moi, ça me fait dans ma vie réelle et dans ma vie concrète. Après, pourquoi ces sujets-là, je me rappelle plus. Il y a eu l'alimentation intuitive, il y a eu la communication non violente. C'est des sujets qui me touchent. J'hésite à faire une vidéo de scepticisme sur le polyamour. Qu'est-ce que j'ai prévu comme prochaine vidéo que j'ai bien avancé en plus. Ah, je m'en souviens plus. Mais j'allais dire, c'est des sujets qui me touchent. C'est des sujets qui me touchent de ma vie concrète et j'allais dire je sais plus ce que j'allais dire. Donc c'est ta situation personnelle en fait qui joue dans le choix de tes sujets. Tu vas pas aller piquer un sujet qui branché dans la communauté sceptique, quoi, habituellement. Non, en fait ça ferait pas sens pour moi. Ce qui me motive, c'est que j'ai un grand intérêt pour un sujet et je suis pas motivée. En fait,
Quand je produis mes vidéos, c'est vraiment du temps de... J'ai un boulot, j'ai 2 enfants, je travaille loin de mon domicile, j'ai pas... Enfin, je passe beaucoup de temps, en dehors de tout ça, dans mon temps libre, je passe beaucoup de temps à produire mes vidéos, de manière habituelle. Hein. Là, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué en ce moment. Mais je passe beaucoup de temps à produire mes vidéos et du coup, il faut vraiment que le sujet m'intéresse. Si je faisais ça en me disant qu'est-ce qui intéresse les autres, je pense que je tiendrais pas 2 semaines, en fait. J'aurais plus envie. Donc après, si ce qui m'intéresse intéresse les autres, tant mieux. J'ai l'impression que ce qui plaît aux gens, c'est ma façon d'aborder le truc et ma façon comment on va dire, ma façon de présenter ma démarche, ma façon d'être humble entre guillemets, d'expliquer de manière accessible et tout. J'ai l'impression que c'est ça qui plaît avant tout. Donc autant prendre les sujets qui m'intéressent et avoir cette démarche-là. Et je pense que cette démarche plaira quand même aux gens. Après, si ça leur plaît pas, ben, tant pis, mais ça reste moi, quoi. Mais ouais, je me suis jamais posé la question de tiens, quel sujet plairait aux gens? C'est plutôt non, c'est plutôt si j'ai envie d'y passer autant d'heures, il faut que ça me plaise beaucoup et que ça fasse sens pour moi. Et alors, les gens, justement, est-ce que tu sais qui Mhm. c'est? Est-ce que tu sais qui regarde tes vidéos sceptiques? Est-ce que c'est plutôt le public habituel de la sphère sceptique qui regarde aussi les autres grosses chaînes et tout? Ou est-ce que c'est plutôt les gens qui regardaient ta chaîne Ah non, avant? c'est vraiment le public sceptique, hein. Moi, je pense que j'ai perdu je sais pas si ma communauté polyamoureuse est encore là, mais j'ai dû perdre pas mal de personnes de ma communauté polyamoureuse. Ah merde! Moi, toutes les personnes avec bah ouais, non, mais c'est ça, mais je peux toujours refaire des vidéos de polyamour, mais j'ai du mal à en retourner parce que je suis beaucoup plus exigeante sur les sources. Et du coup, avant, je tournais mes vidéos de polyamour sans vraiment sourcer. Et maintenant, ça me pose problème. Donc, j'ai du mal à en retourner. C'est pour ça qu'il faudrait que je source et que je commence un petit peu à regarder comment je pourrais reparler de polyamour. Et c'est vrai que j'ai plus les mêmes critères. Donc, aujourd'hui, c'est la sphère sceptique, clairement, qui regarde mes vidéos. Et j'ai envie de dire, quand je regarde un petit peu, par exemple, ma chaîne Twitch, j'ai l'impression que c'est la communauté sceptique de gauche. Peut-être que je me trompe. Peut-être que c'est surtout eux qui parlent dans le chat ou qui viennent sur mon Discord. Mais c'est vrai que sur mon Discord ou sur ma chaîne Twitch, pour moi, c'est surtout vivant grâce à la communauté sceptique. Et tout le monde est plutôt d'accord sur le fait d'être de gauche, quoi. J'ai envie de dire de manière générale, hein, sans rentrer dans les détails. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être eux, mais peut-être que je me trompe. Ah, ça serait marrant de faire un sondage pour savoir quel est le public en fonction des vidéos. Ouais. Ouais, t'as dit que pour les vidéos sur le polyamour, maintenant, ça te dérangeait de pas sourcer. Et alors, pour les Ouais. avoir regardées, comme il y en a Ouais. beaucoup qui sont vraiment sur le ton du vécu, quoi, de ton expérience personnelle, euh, je comprends la volonté de vouloir faire des vidéos plus sourcées, peut-être avec un aspect plus scientifique, mais les, les vidéos qui sont de l'ordre du témoignage, du récit, euh, Mhm. ont toujours leur légitimité, quoi. Elles se suffisent, elles n'ont pas besoin de source, non? Bah maintenant que tu me le dis, ça, ouais. J'avais pas regardé ça comme ça en fait. Du coup, tu me fais beaucoup réfléchir. Je pense Parfait. pas que je pourrais te répondre tout de suite, mais effectivement, maintenant que tu me dis ça, je trouve que ce que tu dis est logique et pertinent de prime abord. Et je me demande si je me suis pas un peu mis une barre d'on ne sait où en me disant si tu veux produire du contenu intéressant, il faut que ce soit un minimum sourcé, sinon c'est pas intéressant. Je sais pas. Franchement, je vais réfléchir à ce que tu m'as dit. Ah, je dis ça parce que sourcer, faire une démarche très rigoureuse, c'est très bien, mais en fait, il y a des sujets pour lesquels ça paraît bizarre, ou on n'est pas obligé de tout le temps avoir ces critères-là. Je veux dire, Ouais. les sociologues qui font des entretiens qualitatifs qui durent 3 heures avec une personne pour lui demander de raconter sa vie ne demandent pas à la personne de sourcer sa vie. Enfin, elle est experte de C'est sa vie, vrai. quoi. Non, mais maintenant que tu le dis, ça me paraît très logique. Je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé. En fait, c'est comme si je m'étais dit, ouais, témoignage propre, c'est une source de preuves très très faible. Alors, qu'est-ce que tu vas emmerder les gens avec des trucs où t'as aucune preuve de rien du tout? Mais quand tu me dis ça, franchement, ça me fait réfléchir et je me dis, tiens, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, je pense sincèrement que je sais pas comment la communauté sceptique prendrait mes vidéos de polyamour, parce qu'à mon avis, c'est pas leur truc du tout. Et du coup, je sais pas. De toute façon, l'important c'est que ça me parle à moi. Ok. Mais ouais, effectivement, j'avais pas vu ça comme ça.
Je Après, pense que ça va être de longues réflexions dans les jours qui viennent, je pense. Parce que j'avais même pas vu le problème sous cet angle. C'est pour ça que tu vois, j'aime échanger avec les gens. Ça me permet d'avoir un autre point de vue et de me dire bah pourquoi j'ai pas vu ça comme ça et c'est pas si bête et comment je pourrais faire autrement et pourquoi pas et voilà. je pense que les deux sont pas incompatibles. Et après, Ouais. je serais le premier à être super content de voir une sorte de grosse vidéo sceptique, une méta-analyse sur la production scientifique dans le polyamour. J'ai commencé à regarder en plus. Super. Euh, alors, je crois que tu fais partie du groupe zététique euh, scepticisme et féminisme. Ouais. Euh, alors, je connais à peine ce groupe, enfin, je connais le blog associé, c'est tout. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Franchement, je connais pas énormément ce groupe. C'est vrai qu'on m'a invitée dans ce groupe quand j'ai sorti ma première vidéo, je crois. Ensuite, on a sorti ensemble, tout ensemble, une vidéo sur le féminisme, sur le scepticisme. Ça, en plus, c'était suite à une de mes idées à moi, donc j'étais vraiment trop contente. Et j'avoue qu'en fait, on va dire que c'est un groupe qui est plutôt, il me semble, sur Facebook. Et moi, Facebook, c'est pas du tout ma came. Donc du coup, je vais pas trop regarder ce qu'il y a sur Facebook. Je les suis un petit peu sur Twitter. Et c'est vrai que si par exemple, des fois, il y a des trucs à faire, bah ouais, je vais essayer de participer. Mais j'avoue qu'en plus, ce groupe, quand je suis arrivée, il était en pleine scission. Je sais qu'il y a encore, enfin, là aussi, il y a des conflits, des querelles, etc. Enfin bref, donc je suis arrivée dans ce groupe comme ça, et j'ai l'impression qu'il n'est pas hyper vivant, mais c'est peut-être moi qui me trompe, c'est peut-être sur Facebook. Donc du coup, c'est vrai qu'on a eu cette grosse entre guillemets, on s'est mis ensemble pour faire des vidéos sur le scepticisme et le féminisme, mais c'est vrai qu'à côté de ça, pourtant je parle pas mal avec Dominique Vicacio, hein, qui, il me semble, a créé le groupe, en tout cas, qui vraiment est un moteur dans ce groupe. Et je parle pas mal avec elle, mais c'est vrai qu'elle me parle pas souvent de ce groupe et qu'on parle plutôt de scepticisme, de féminisme de manière générale. Et du coup, j'aurais du mal à t'en dire plus. Euh, Quand même, est-ce que tu sais ce qui est à l'origine de ce groupe? L'idée à l'origine de ce groupe? Non, même pas. Ok. Même pas. J'avais entendu dire que ce groupe zététique, scepticisme et féminisme, il avait engagé une réaction dans la sphère mascu du scepticisme Ah ouais? et qu'il y avait eu un Ah groupe ouais. qui s'appelait Zététique et Nazisme qui avait été créé en réaction. Waouh! Je sais pas si tu en as entendu parler. Non, je n'en ai pas entendu parler. Et c'est vrai que je reste assez loin des conflits de manière générale. Et non, je savais même pas qu'il avait engendré ce genre de truc. Et en vrai, je me suis même pas tellement posé la question de la place de ce groupe dans la sphère sceptique et tout, parce que c'est vrai que je te dis, c'est un milieu très masculin et tout. Je sais même pas quel impact ça a eu, en fait, hein, la création de ce groupe, comment ça a été vécu par la communauté, etc. Et je me suis pas tellement intéressée au sujet, à vrai dire. C'est vrai que comme on m'a invité dans ce groupe, j'y suis allée. Comme j'ai pas vu beaucoup de publis ni rien, je me suis pas intéressée plus que ça. Et comme je parle beaucoup avec Dominique Vicacio, etc., c'est vrai que du coup, voilà, c'est elle qui m'a proposé, quand je lui ai dit que j'avais tourné une vidéo le jour où je suis devenue féministe, elle m'a dit, mais attends, on pourrait essayer de te tourner une vidéo ou de faire une production sur le jour où on est devenu sceptique, le jour où on est devenu féministe et pourquoi, etc. Mais c'est vrai que je connais pas plus que ça, je suis pas allée demander, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, comment, mais tu vois, maintenant que tu me poses la question, je trouverais ça plutôt intéressant d'aller demander. Mais non, sur le moment, j'étais prise par d'autres trucs, j'ai juste intégré le groupe comme ça, ouais. Ok. Et tu es aussi intégré à la plateforme Skepticon, qui est l'instance PeerTube des sceptiques du net. Tout à fait. Tu peux nous en parler un peu? Après, moi, le logiciel libre, ça me parle, j'allais dire. C'est surtout la culture du libre. Comment on va dire? J'aime beaucoup. En gros, je suis anticapitaliste, mais ça, tu dois t'en douter. J'aime beaucoup, on va dire, qu'il y ait un partage des connaissances, que on privatise pas tout, qu'il faille pas payer pour avoir accès aux choses, etc. Et moi, ce qui me parle, c'est vraiment beaucoup plus la culture du libre, même si je pourrais pas forcément aller dans le détail. Et du coup, depuis un petit moment, en fait, j'y réfléchissais à me dire, tiens, ce serait bien quand même d'essayer d'aller sur Peertube et tout. Mais n'ayant pas des connaissances de folie en informatique ni rien, j'étais un petit peu genre,
où est-ce que je pourrais aller. Et du coup, c'est pour ça que j'ai demandé à intégrer Skepticon et du coup, qui est une association, etc. Du coup, ils m'ont accepté. J'en suis ravie. Et du coup, voilà, maintenant, j'ai mes vidéos de type sceptique, ça il faudrait définir, qui sont sur Skepticon. Et tu m'avais dit que au départ, l'acceptation des vidéos, c'était pas toutes. Comment ça s'est Ça. passé, ça? Alors, comment ça s'est passé? Moi, quand j'ai demandé à intégrer Skepticon, je sais qu'il y a eu des débats. Quelle vidéo on accepte d'elle ou pas, parce que il y a différentes sortes de vidéos sur sa chaîne. Et effectivement, il y a des vidéos de témoignages de polyamour, des choses comme ça. Et du coup, ils ont en gros décidé de me dire tu peux poster les vidéos que tu considères comme sceptiques. Sans me dire ce que elles considéraient comme sceptiques. Et du coup, ça me renvoie un peu à moi la responsabilité de décider ce que qui est sceptique ou pas. Et du coup, ça me fait une lourde responsabilité. Je me sens pas forcément légitime à me dire que mes vidéos concernant le polyamour sont du scepticisme. Mais pourtant, quelque part, je pense que ça pourrait y être associé, comme j'en ai parlé dans ma vidéo du 1er avril, dans le sens où on questionne des constructions sociales. Et je sais pas, je me sens absolument pas légitime en arrivant comme ça dans l'association à poster ce genre de contenu, alors que c'est un contenu dont la communauté sceptique ne me parle presque jamais. Toute la communauté sceptique me parle de mes vidéos de l'alimentation intuitive, de la communication non violente, etc. Mais personne ne m'a jamais parlé de mes vidéos. Enfin, personne. Très très peu de gens. 1% des gens vont me parler de mes vidéos de polyamour. Donc j'ai l'impression que c'est pas du tout un sujet qui les intéresse. Et du coup, je me sens pas légitime. Mais c'est vrai que je sais pas, peut-être si je fais d'autres vidéos sur le polyamour où je vais peut-être avoir une démarche un peu plus sceptique, ça pourrait, là clairement je les mettrais sur Skepticon. Et pour mes anciennes vidéos, ouais, je me pose la question, mais c'est vrai que pour l'instant je me sens pas du tout légitime à les mettre là-dedans. Je trouve ça très intéressant ce que tu viens de dire là-dessus. Et c'est d'ailleurs la raison en fait pour laquelle je t'avais invité à parler. C'est que là, avec le polyamour, tu touches à un des angles morts du scepticisme en fait. C'est que le Ouais. polyamour, comme beaucoup d'autres idées, même le féminisme en fait, c'est une déconstruction, Mhm. c'est une réflexion critique sur le monde qui nous entoure, pour le dire avec des mots super larges. Et dans ce cas, je vois pas pourquoi ça serait pas intégré au scepticisme, pourquoi ça serait pas du scepticisme au sens large. Après, tu parles Effectivement. d'intérêt des sujets, Ouais. mais je suis quasiment sûr que pour beaucoup de sceptiques, dont toi, il y a certains sujets traités par le scepticisme couramment qui t'intéressent pas du tout. Euh, je C'est vais sûr. pas sortir d'exemple, mais moi, il n'y a pas de Mais que truc je qui trouve plus m'intéresse, hein. légitime en fait. Peut-être parce que ça se rapporte à la science dure en fait. Je sais pas. Ah ouais. Qu'est-ce que j'allais dire? Vraiment, j'ai l'impression que là, pour le coup, si je veux être sceptique sur le polyamour, produire du contenu sceptique sur le polyamour, je me dis, il faudrait au moins que tu aies un niveau de preuve élevé, sinon c'est pas la peine de parler. Mais c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, et en fait, je me dis, est-ce que tu peux pas au moins dire ton vécu, au moins dire comment toi tu vis les choses et comment on peut déconstruire un truc qui nous paraît d'une évidence et qui est pas forcément évident. Et c'est déjà un début un début de remise en question et un début d'ouverture vers autre chose et de se poser la question. Ouais, ça peut être intéressant. Franchement, il faudrait que j'en parle avec certaines personnes. Maintenant que, maintenant que je t'en parle, je me dis qu'il faudrait que j'en parle avec certaines personnes pour leur demander leur avis. Mais c'est vrai que j'ai souvent senti que la communauté sceptique n'avait pas forcément envie de parler de polyamour. Je sais pas d'où je tiens ça en fait. Je pense que c'est un peu un. Je pense que c'est peut-être des sujets que j'ai essayé d'aborder, mais que je sens qu'il n'y a pas de répondant et que du coup, j'ai pas forcément envie de parler de choses dont les gens n'ont pas envie de parler. Mais je sais pas, j'aimerais bien peut-être poser la question à quelques personnes pour qui j'ai beaucoup de considération et qui pourraient peut-être me dire ce qu'elles en pensent. Là, ouais, ce que je vois, en fait, c'est que dans le scepticisme, il y a des dynamiques qui sont là à cause de la composition de la communauté sceptique. Les sujets qu'on aborde sont abordés à cause de la composition de la communauté. Tu as parlé des Mm-mm. sujets de sciences dures qui t'ont l'air beaucoup plus légitimes à aborder. Moi, mon intuition, mon impression, c'est que ils sont beaucoup plus abordés parce que les sceptiques sont beaucoup issus de formations de sciences dites dures. Mais du coup, il y a pas de vraies raisons pour lesquelles on n'aborderait pas des sujets comme le féminisme, comme le Mm. polyamour.
Et d'ailleurs, quand le féminisme est abordé, très souvent, dans le scepticisme, c'est des hommes blancs qui en parlent, et c'est très souvent pour le critiquer, assez En mal plus. d'ailleurs. À vrai dire, sur ma vidéo, après ma vidéo sur le féminisme, sur mon féminisme qui est sorti avec le collectif Zététique, Scepticisme et Féminisme, c'est la première fois que j'ai eu un peu des commentaires moins positifs de personnes qui venaient me dire que j'inventais quelque chose, que ça n'existait pas l'oppression de l'homme sur la femme et que pour une sceptique, franchement, dire des choses comme ça alors que je le sortais de nulle part, c'était n'importe quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est les premières, on va dire, j'ai eu des attaques là-dessus. Et après, c'est vrai que j'ai pas sorti de vidéo de polyamour depuis que je suis dans la communauté sceptique, mais ce serait intéressant de voir les réactions en fait. Mais effectivement, maintenant que je t'en parle, j'ai eu quelques réactions comme ça, quelques commentaires qui dénotent par rapport aux commentaires très 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 positifs que j'ai sur les autres vidéos et qui sont, pour qui tu te prends de dire ça alors qu'en fait t'en sais rien, un peu. C'est vachement paradoxal parce que si ce sont des sceptiques, enfin, des gens qui se revendiquent sceptiques, qui sont venus te dire t'as pas de source par rapport à l'oppression systémique des Ouais. femmes, Oui. en fait c'est une mauvaise application du principe de parcimonie, quoi, parce que c'est c'est ta thèse qui est la plus parcimonieuse, en fait, l'oppression systémique des femmes. Genre, c'est bon, quoi, on n'a plus besoin de prouver ça, c'est aux gens qui veulent attaquer ça d'amener des preuves. Alors le truc, c'est que moi, je suis pas une experte, malheureusement, des sciences humaines et sociales. Donc c'est pour ça que, à ce moment-là, je me suis dit que j'aimerais. En fait, j'ai aussi pour projet. En fait, j'ai plusieurs vidéos en projet, et notamment une vidéo sur le féminisme, qui cette fois justement reprendrait des études en fait, et qui du coup irait voir un petit peu ce qu'en disent les sciences humaines et sociales, etc. Justement, suite à ces commentaires-là, je me suis dit bah oui, c'est vrai. Enfin, quelque part. Moi, je me serais pas sentie légitime à parler de mon féminisme avant d'avoir rencontré la communauté Z de gauche orientée sciences humaines et sociales, avec qui j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup échangé sur les oppressions et tout, et qui sont des personnes qui, du coup, connaissent vraiment les recherches en sciences humaines et sociales et qui m'ont dit qu'effectivement, c'était fondé tout ça. C'est pour ça que je me suis permis de le faire. Sans ça, je pense que je me serais jamais permis, parce que je me serais dit, ça se trouve, t'es en train de raconter n'importe quoi. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui m'a poussée à me dire, bah vas-y, fais-le. Ensuite, le fait que des personnes viennent me mettre en défaut là-dessus, je me suis dit, mais si tu veux pas être prise en défaut là-dessus, il va falloir que tu la fasses, ton enquête. Parce que, ouais, c'est vrai que tu te fies sur des gens qui te disent qu'ils connaissent. Ce serait bien que toi aussi tu connaisses un minimum, que tu ailles plonger ton nez là-dedans. Et c'est vrai que j'ai commencé un petit peu à faire des recherches, mais vraiment c'est le tout début. Et du coup, j'ai envie de me dire, au moins que tu saches de quoi tu parles, que tu aies du répondant, et pas juste que tu dises non, mais il y a des experts qui m'ont dit que, même si ça reste pour moi quand même pas. Enfin, pour moi, c'est pas un niveau de merde que des experts me disent et que voilà, ils s'y connaissent en sciences humaines et sociales, et c'est des doctorants ou c'est des chercheurs et tout. Je me dis, c'est pas n'importe qui. Donc, je me dis oui, c'est déjà pour moi quand même assez sérieux, mais j'aimerais avoir un peu plus d'outils parce que je pense que c'est quelque chose dont je vais avoir besoin dans ma vie de tous les jours si je parle de féminisme autour de moi, parce que de manière générale, quand je parle de féminisme autour de moi, les gens vont me dire que c'est n'importe quoi et que c'est dans ma tête et que j'invente, quoi. Donc je me dis que c'est quelque chose qui me servira dans la vie de tous les jours, pour le coup. Donc là, tu fais un lien assez direct entre féminisme et esprit critique. Je fais même pas juste un lien entre le féminisme et l'esprit critique, je pense que je fais un lien entre toute la sociologie des oppressions et l'esprit critique. Je pense que c'est pour ça qu'il faut que je me renseigne sur le sujet. Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses de la sociologie des oppressions que j'ai souvent vécues, mais que j'arrivais pas à mettre de mots dessus, et que du coup, j'ai plutôt mal vécu sans savoir exactement pourquoi. Et c'est pour ça que ça a été une délivrance pour moi de parler avec certaines personnes de la communauté sceptique qui me parlaient de sociologie des oppressions. Et du coup, j'aimerais savoir si c'est vraiment un consensus scientifique, et si c'est le cas, je pense que c'est hyper, hyper, hyper important en fait de le partager de la manière la plus accessible possible, et de dire, regardez en fait, si on utilise la méthode sceptique à ça, au féminisme, au racisme, on se rend compte qu'il y a une oppression, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que ça légitimerait un peu plus cette parole. Peut-être que je me trompe, et peut-être que, enfin, je sais pas. J'ai l'impression que
C'est assez bizarre ce que je vais dire là. J'ai l'impression, c'est quelque chose que je dois creuser. J'ai l'impression que si on est sceptique et qu'on s'intéresse aux sciences humaines et sociales, en gros, on sera forcément de gauche. Peut-être je me trompe totalement. Mais j'ai envie, pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire parce que, j'allais dire, moi, la politique, je connais pas forcément toutes les thèses et tout, mais j'ai beaucoup de ressentis très forts. J'ai envie de mettre des mots dessus et j'ai envie de comprendre. Et après, j'ai envie aussi de voir si je me trompe parce que vraiment, dans ma vie de tous les jours, je suis vraiment confrontée à beaucoup de gens. Quand je leur dis un peu des trucs de gauche, ils vont me dire que je dis n'importe quoi. Et du coup, j'ai beaucoup douté toute ma vie, en fait. J'ai beaucoup douté en me disant, mais en fait, ça se trouve, c'est complètement n'importe quoi. Et je dis n'importe quoi, mais à vrai dire, je n'étais pas allée essayer de me renseigner et tout. Mais franchement, franchement, c'était assez peu accessible pour moi d'aller lire soit des livres sur le sujet ou quoi. Je pense que j'avais pas. Il fallait vraiment que j'ai une motivation très très forte pour aller lire des livres sur ce sujet parce que c'est pas des livres qui sont écrits dans un langage clair pour moi, donc ça demande beaucoup d'efforts. J'ai l'impression, depuis que je suis dans la communauté sceptique, effectivement, les sciences humaines et sociales, elles disent des choses qui vont pas forcément dans le, comment on va dire, dans ce qu'on entend dans tous les médias et que tout le monde répète et que j'allais dire le consensus un petit peu autour de moi, des gens qui regardent beaucoup les médias et qui s'intéressent pas du tout ni aux sciences humaines et sociales, ni à la sociologie, ni à quoi que ce soit, et qui vont dire, bah oui, c'est logique, tout le monde le sait, c'est évident, tous les experts le disent. J'ai l'impression qu'en fait, non, c'est peut-être pas si évident et peut-être que tous les experts le disent pas. Et du coup, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est pour le coup vraiment un outil de libération, de s'intéresser à ça et en plus de réussir à le vulgariser derrière pour que les gens sachent qu'il n'y a pas qu'une seule vision possible du truc, quoi. C'est très intéressant parce que là, tu poses la question de l'enjeu du scepticisme. Ouais, effectivement. Qu'est-ce qu'on fait en fait quand on veut faire du scepticisme? Est-ce que pour toi c'est forcément une démarche militante? Oula. En fait, j'aurais du mal. Il faudrait déjà définir militante. J'ai envie de dire que plutôt oui. Pourquoi plutôt oui? Parce que j'ai l'impression que plus les gens sont sceptiques et plus on ira vers une société, j'allais dire, meilleure, où je trouverai des gens plus libres, plus éduqués, et j'ai l'impression qu'en plus on irait vers un monde plus juste et plus égalitaire. Peut-être que je me trompe. J'ai l'impression que si tout le monde avait ces outils et que tout le monde a utilisé cette méthode, pas que dans les sciences dures, mais aussi dans les sciences humaines et sociales, aussi dans la psychologie, aussi, j'ai l'impression qu'on irait vers un monde plus juste et plus égalitaire, quoi. Donc oui, j'ai vraiment, quelque part, quand je dis éducation populaire, j'ai envie de rendre ça accessible aux gens, j'ai l'impression que ça aidera à aller vers un monde qui colle plus avec mes valeurs, vers un monde qui est moins oppressif et plus égalitaire. Donc c'est pour ça aussi que j'ai envie de partager ces outils avec le plus de monde possible, en fait. Et est-ce que dans les pratiques, disons, usuelles du scepticisme, ce qu'on voit qui se fait beaucoup dans la communauté sceptique, est-ce que tu vois des freins justement à l'utilisation des outils zététiques pour l'émancipation, pour la libération? Tu parlais du jargon, par exemple. Ouais, il y a le jargon le langage qui est pas forcément accessible, mais pas que. Il y a aussi le fait que c'est souvent des gens d'une catégorie dominante qui vont parler, comment on va dire, qui vont croire qu'ils ont la vérité en fait, qui vont pas se mettre à la même place que les autres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui, à mon avis, rebute les gens en fait. Quelqu'un qui fait partie d'une catégorie dominante et qui va te dire qui va t'expliquer la vie, personne n'a envie en fait. Les gens, ils ont plutôt envie de leur dire, ben, au revoir, va-t'en, j'ai pas envie de t'écouter. Ce que je peux comprendre, et en plus, là, je le dis poliment. Mais il y a pas que le jargon. Il y a déjà le jargon, et il y a très souvent le fait de se placer au-dessus. Moi, je trouve que vraiment, dans la communauté sceptique, les gens, la plupart se placent au-dessus, et du coup, je sais pas, je pense que c'est quelque chose qui va vraiment créer chez beaucoup de gens un truc de rejet, entre guillemets, de j'ai pas envie d'écouter parce que c'est bon, t'es pas mon prof, c'est pas toi qui vas m'apprendre la vie, donc voilà. Je pense que si on avait moins ça, ce serait à mon avis beaucoup plus abordable. Est-ce qu'on peut dévoyer les outils sceptiques? Est-ce qu'on peut les utiliser pour maintenir les oppressions systémiques, par exemple? Oui.
Je pense que certains le font, en fait. C'est pour ça que je dis oui d'un coup. Balance tout. Non, mais en fait, j'ai l'impression d'avoir vu ça en fait plusieurs fois, des gens qui utilisent les outils sceptiques et qui disent qu'ils sont sceptiques, mais qui en vrai vont utiliser ces outils de manière à dominer. Mais après, je vais pas te sortir d'exemples précis. J'ai l'impression d'avoir vécu beaucoup cette situation depuis que je suis dans la communauté sceptique. Hein. Peut-être que je me trompe et que c'est juste mon point de vue, mais Oui, tu fréquentes un peu la sphère de droite du scepticisme, ouais. tu l'as dit. En général, je vais plutôt côtoyer les gens avec qui je suis bien. Et peut-être c'est un tort, je vais plutôt regarder les contenus où vraiment ça me parle et tout, et que ça fait sens pour moi. Et je vais avoir tendance à pas regarder. Tu vois, ça c'est pas sceptique par exemple. Je vais avoir tendance à pas regarder les personnes qui vont pas dans mon sens, mais j'allais dire c'est plus parce que ça, bah ouais, ça fait moins plaisir. Mais après, c'est vrai que c'est pas la meilleure démarche à mon avis. Bon, après, il y a des questions de temps là-dedans. Ouais, Si aussi. on voulait tout regarder, bon, voilà. Sélectionne, quoi. Il faut bien sélectionner un moment. Mm-mm. Je vais te parler aussi de ce que tu vulgarises par rapport à la communication non violente, du coup. Ouais. Alors, est-ce que la communication non violente, ça joue un rôle dans ta pratique du scepticisme au quotidien? Comment les deux s'articulent? La communication non violente joue un rôle dans tout dans ma vie en vrai. C'est un peu ce que j'expliquais au début de mon enquête que j'ai fait sur le sujet, c'est que ça m'a vraiment donné des vertiges parce que je me suis dit sans ça comment je vais faire. La communication non violente, elle joue pour moi dans le scepticisme dans le sens où c'est ce qui fait que, à mon avis, j'ai ces retours positifs de ça fait plaisir, tu nous prends pas de haut, t'es ouverte. Je pense que c'est le fait que j'essaie entre guillemets de communiquer de façon non violente qui me permet de me mettre complètement à la même hauteur que les gens et qui me permet d'être complètement ouverte à la critique sans me sentir blessée, j'allais dire, par la critique. Quand des gens pensent pas comme moi, ça c'est dans la communication non violente, quelqu'un qui pense pas comme toi et qui va te le dire même de manière violente, en fait on t'apprend à entendre le message derrière la violence. T'es pas obligé de le faire, hein, parce que à chaque fois, je fais pas d'injonction à la non-violence et je dis pas que les gens, même si on est violent avec eux, devraient être zen, respirer et entendre le message non-violent. Moi, ça me fait du bien quand, par exemple, d'avoir ces outils de non-violence. Quand, par exemple, quelqu'un, j'ai l'impression qu'il m'attaque ou quoi, de me dire attends, qu'est-ce qui se passe derrière ça? Comment je peux le percevoir autrement? Ah oui, effectivement, je comprends, etc. Je pense que ça m'aide à échanger de manière générale avec la communauté sceptique, que ça m'aide à avoir un ton qui est beaucoup plus agréable sur mes vidéos. Et je pense qu'en plus, ma vidéo sur la communication non violente, j'ai eu du mal à la sortir parce que je me suis dit, j'ai eu peur de me faire tomber dessus en vrai. La première que j'ai sortie qui n'était pas sourcée scientifiquement, je dis au début, c'est pas sourcé scientifiquement, je te parle d'un truc, moi ça me... voilà. J'ai présenté le truc, j'avais peur de la sortir parce que je me suis dit, je vais grave me faire tomber dessus parce que les gens ils vont me... Comment on va dire? Je sais pas exactement pourquoi je pensais me faire tomber dessus. Déjà parce que c'est pas assez sourcé donc tu te tais, et ensuite parce que ta vision elle est... je sais pas, un bisounours ou je sais pas quoi. Je pensais que voilà, j'allais me faire prendre de haut, qu'on allait me tomber dessus, qu'on allait me dire que j'étais un bisounours et qu'en plus j'avais rien sourcé du tout. Et du coup, c'était vraiment... j'avais quand même envie de la sortir parce que pour moi, elle correspondait à quelque chose que j'avais envie de partager avec la communauté sceptique parce que dedans, je parle de comment tu fais quand tu discutes avec quelqu'un et que vous êtes en désaccord total sur un sujet, par exemple sur l'homéopathie. Comment tu peux faire pour rendre ça moins violent? Et en vrai, ça correspond à beaucoup d'expériences que j'ai vues dans la communauté sceptique de gens qui disent mais enfin, mais quand je parle avec les proches autour de moi, mais ils comprennent rien du tout, mais c'est une évidence que l'homéopathie c'est nul, que l'astrologie c'est nul, que nanana, mais ils écoutent rien, ils sont bêtes, ils veulent rien comprendre. Et dans ma tête, je me disais, mais en fait, si t'es dans cette optique-là, en fait, je comprends que le message ne passe pas forcément de la meilleure façon, parce que tu te poses au-dessus en dominant, en sachant, et que tu veux imposer à l'autre ta vérité. Et du coup, en fait, vraiment, c'est vraiment des retours que j'ai beaucoup eus, même sous mes vidéos où les gens me disaient
ah, c'est tellement génial de t'entendre parce que t'es tellement, j'allais dire, tu te mets tellement à l'autre portée et tout, et c'est tellement difficile de parler avec d'autres personnes parce qu'ils comprennent rien. Et j'étais là, genre, je pense que je peux peut-être t'apporter des outils qui pourraient peut-être t'aider. Mais du coup, déjà pour le coup, c'était pas sourcé. Et ensuite, je me suis dit, il y a des chances que les gens, ils accrochent pas du tout et qu'ils te disent que voilà, c'est de la grosse merde et qu'on vit pas dans le monde des bisounours et que je ferais mieux de retourner dans le monde réel. Et en fait, franchement, ça a été super, super, super bien accueilli. Je sais pas si je suis suivie par une certaine communauté qui est vraiment plutôt orientée vers ces idées. Franchement, j'étais très, très, très agréablement surprise que pas du tout. Que les gens étaient très, très, très contents, ravis et les retours étaient vraiment très positifs. Donc voilà, j'en ai été très contente. En fait, une de tes peurs, c'était que parmi les sceptiques, il y en ait beaucoup qui considèrent le scepticisme comme un combat et que si tu prônes une approche non violente, ça correspond pas à leur vision de la chose. Ouais, c'est pas impossible, ouais. Et puis, comment dire, je sais pas, que un peu il me catégorise dans un truc, j'allais dire, enfin, je sais pas, moi, quand je te dis bisounours, en fait, c'est que les gens qui te catégorisent comme ça, souvent, en gros, que je perde leur estime, quoi. Qu'avant, ils se disent, cette fille peut être intéressante, en fait, ce qu'elle raconte peut être intéressant, et que là, ils se disent, non, ça vaut rien ce qu'elle raconte, parce que franchement, elle est complètement perchée, quoi. J'avais peur de perdre un statut de, tiens, on pourrait peut-être écouter ce qu'elle dit, ça pourrait être intéressant. Et du coup, j'avais peur de perdre beaucoup de monde. Parce que je sais que c'est quelque chose que pour le coup, ce truc, quand j'essaie d'expliquer la non-violence aux gens, très souvent, on va me répondre, t'es complètement déconnecté de la vraie réalité vraie qui est violente. Donc, ton truc, c'est n'importe quoi. Et du coup, j'en parle plus tellement de communication non violente autour de moi parce que je sais que je vais souvent avoir des réactions comme ça. Par contre, ce que je fais, c'est que je l'utilise. Et ça, par contre, du coup, pour le coup, je trouve que ça marche très très bien. En fait, il y a un moment où j'ai commencé à appliquer la communication non violente avec mes enfants, hein, quand j'ai connu ça dans mon éducation. Et du coup, je voulais avoir des débats avec d'autres parents. C'est pas la meilleure idée d'avoir des débats en éducation, je trouve. Mais bon, bref, les autres parents n'étaient pas du tout, enfin, n'avaient pas forcément envie d'en parler, j'avais l'impression. Donc j'ai dit, bah non, n'en parle pas. Par contre, je me suis rendu compte que le fait que j'utilise la communication non violente avec mes enfants devant eux, et ben en fait, ça a eu j'ai eu beaucoup de retours très positifs en fait. Et ça, je m'attendais pas à ça, et c'est vrai que c'est venu petit à petit. C'est que rien que le fait de me voir interagir avec mes enfants et de voir à quel point j'utilise des méthodes différentes des leurs et de voir ce que ça a donné, j'ai eu beaucoup de retours de waouh, mais comment tu fais avec tes enfants, mais waouh, enfin c'est des retours très, tu t'en sors super bien, ce que tu fais c'est top, j'aimerais bien faire comme toi mais j'en ai aucune idée de comment faire, enfin comment fais-tu quoi. Et du coup c'est vrai que pour le coup dans ma vie de tous les jours, la communication non violente, si j'essaie d'expliquer à quelqu'un ce que c'est, je vais souvent me faire traiter de bisounours, alors que si simplement j'en parle pas, mais que le fait d'être non violente avec les gens, avec mon mari, avec mes enfants, en fait, quand ils me voient interagir de manière non violente, la plupart des gens vont me dire mais c'est tellement agréable de parler avec toi, mais c'est incroyable à quel point, enfin je me la pète on dirait, mais c'est vraiment des retours que j'ai en fait, des retours des gens qui disent pourquoi avec toi je sens que je peux tout dire et avec les autres non, et du coup c'est plus là que peut-être je commence à parler de communication non violente et tout, et je me fais pas traiter de bisounours du coup parce que j'ai l'impression que ils ont déjà eu l'intérêt éveillé parce qu'ils sentent un truc différent et qu'ils n'arrivent pas à percevoir ce qui se passe. Moi vraiment j'ai beaucoup eu, je suis polyamoureuse donc j'ai créé beaucoup de relations amoureuses. Vraiment un truc qui revient très 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 souvent, c'est comment ça se fait qu'avec toi c'est si facile de parler alors que normalement, avec les autres femmes, j'y arrive pas, quoi. J'arrive pas à dire les choses, et à toi, je peux tout te dire, et c'est tellement facile, et je sens que c'est fluide et que ça glisse, quoi. Et du coup, j'ai l'impression que la meilleure façon, entre guillemets, de prôner la communication non violente, c'est juste de l'utiliser, et après, quand les gens sont curieux parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre ce qui est différent, de petit à petit glisser le truc, quoi. Donc, voilà. Ouais. Je sais pas à quel point tu interagis sur les réseaux avec la communauté sceptique, mais est-ce que, enfin, évidemment, enfin, je pense évidemment tu appliques la communication non violente aussi dans ce contexte-là. Bah, si tu l'appliques, est-ce que euh, est-ce que t'en Piqué, vois ouais. des résultats? Et c'est quoi ta limite aussi?
J'envoie des résultats. Oui, j'essaie de l'appliquer. Oui, j'envoie des résultats. Ma limite, c'est mon bien-être, j'allais dire. De manière générale, le fait d'utiliser la communication non violente, ça prend un peu de temps comparé à ne pas l'utiliser, mais surtout, ça m'apporte un bien-être. Quand je vois, en fait, je cherche toujours le meilleur, le plus de bien-être. C'est un peu. La plupart du temps, si je suis en débat avec quelqu'un et que j'utilise la communication non violente, j'ai un mieux-être en fin de discussion que si je l'utilise pas. Parfois, quand j'utilise la communication non violente et que je sens qu'il n'y a pas de mieux-être, c'est arrivé par exemple dernièrement sur mon serveur Discord, j'ai décidé de créer comment ça s'appelle, un salon non mixte. Et il a commencé à me dire ah mais alors pourquoi les hommes ils n'ont pas de salon non mixte et tout. Et du coup on a commencé à parler pendant un moment. Mais en fait j'ai eu l'impression que quoi que je dise en fait il n'écoutait pas vraiment et qu'en fait il me répétait les mêmes choses et je savais pas vraiment comment faire passer mon message. Et en même temps j'ai l'impression qu'il était assez violent et en fait au bout d'un moment je lui ai dit stop. Enfin je vois pas l'intérêt de continuer à perdre entre guillemets du temps et de l'énergie dans cette discussion parce que j'ai pas l'impression qu'il y a quelque chose qui s'en dégage, j'ai l'impression qu'on tourne en rond, donc stop. Et du coup voilà, pour le coup c'est vrai que j'ai mis fin à la discussion, il me semble de façon assez violente du coup, parce que je lui ai dit que j'en avais entre guillemets marre quoi, en fait, qu'il me répète la même chose et que j'avais l'impression qu'il entendait pas ce que je lui disais, et je sais plus ce qu'il m'a dit. Il m'a dit que puisqu'il dérangeait par sa grande violence, il préférait partir. Et je lui ai dit, bah oui, merci, au revoir. Quoi. Bah, y a pas de... J'avais plus envie. Donc oui, il y a des limites, forcément. Je pense que les limites, c'est avant tout mon bien-être. De manière générale, avec la plupart des gens, je trouve que j'ai un mieux-être en utilisant cet outil. Quand je vois que ça passe pas, je trouve que j'ai un mieux-être en disant au revoir. Voilà. Qu'est-ce qu'on gagnerait en tant que communauté sceptique à s'approprier cet outil? Enfin, je dis ça surtout parce que les, les pseudo-débats en fil de commentaires Twitter ou Facebook, ça part très très vite, même quand on essaye de faire des pavés de texte en usant de beaucoup de marqueurs de modestie, en disant il me semble que, machin, en étant très poli, très lissé. Bon, si j'ai bien compris tes vidéos sur la communication non violente, ça n'est pas de la communication non violente. Exactement, t'as tout compris. En fait, ce qu'on y gagnerait clairement, c'est non seulement, enfin pour moi, on y gagnerait sur plusieurs niveaux. Le premier niveau, c'est un bien-être de la personne. En fait, j'étais une pro de la communication violente avant de connaître la communication non violente. Pour avoir connu les deux, un débat en communication violente, c'est prenant. T'es pas bien, t'es tendu, t'es en colère, tu finis pas bien. Même si tu domines l'autre, en fait, t'es dans ce jeu de domination. C'est quand même moins pire que si t'es dominé, mais t'es pas bien. En fait, moi, quand je te dis que j'y gagne un grand bien-être, c'est que à la fin d'une discussion non violente, même pendant tout le long de la discussion, je ne ressens pas de tension. Donc, c'est déjà un bien-être personnel de ne pas ressentir de tension, de mieux comprendre l'autre, et je pense aussi que ça nous aiderait énormément à communiquer avec l'extérieur de nos idées, en fait, et qu'elles soient plus facilement accessibles aux gens parce qu'elles seraient dites de manière non violente. Ensuite, ce que ça nous apporterait aussi, je pense, c'est d'être plus proche de la vérité. Je pense que plus on est dans une coopération, plus on se rapproche de la vérité. C'est vraiment ça, entre guillemets, qui nous aide à avancer, c'est d'être ouvert, d'entendre, de ne pas se placer en sachant et d'essayer de dire que l'autre a tort ou je sais pas quoi. C'est de réfléchir ensemble de manière égalitaire. J'ai l'impression que voilà, ça nous rapproche de la vérité, ça donne envie aux gens de venir avec nous. Et ça nous fait du bien personnellement parce qu'on n'est pas tendu quand on parle avec les autres. Moi, quand je vois certaines personnes qui sont dans justement des débats tendus comme ça, je sens que ça les bouffe, quoi. Que ça leur prend mais une énergie même dans leur vie personnelle, en fait. Que c'est difficile à vivre et à tenir sur le long terme, quoi. Donc voilà, moi, c'est vraiment les 3 points pour lesquels je préconiserais de s'intéresser à la communication non violente. Ouais, sur le côté collaboratif, j'y reviendrai après, j'avais une question là-dessus. Mais toujours sur la CNV, dans la communauté sceptique, tu parlais de conflits internes tout à l'heure. Moi, Oui. j'en connais un de conflit interne depuis un bon moment. C'est celui entre la bienveillance et la virulence. Il y a même eu des termes spécifiques au sein de la communauté qui ont été inventés pour ça. C'est la team pipou et la team hardcore. Ils se caricaturaient eux-mêmes, hein, c'était assez rigolo.
et on parlait beaucoup de bienveillance. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre la bienveillance et la communication non violente? Franchement, je pense que la plupart des gens, j'allais dire qu'ils parlent de bienveillance, vont pas forcément avoir une idée très poussée de, par exemple, communication non violente ou d'un concept de comment appliquer cette bienveillance. Et du coup, ça me fait penser un petit peu à la parentalité positive, parentalité bienveillante, pour avoir justement côtoyé un petit peu, quand je parlais d'éducation, ces parents qui essaient d'être bienveillants. J'ai senti que c'était souvent des parents qui s'oubliaient, pour, par exemple, qui s'effaçaient, qui s'oubliaient ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression que faut faire attention quand on parle de bienveillance parce que en fait, des fois, on peut être très, très, très violent envers quelqu'un en se prétendant bienveillant. Et du coup, je pense que c'est hyper important de définir exactement ce qu'on entend par bienveillance. Et du coup, en fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens, par exemple, que je vois parfois utiliser des termes, je trouve, assez violents psychologiquement au sens de la communication non violente, qui vont dire « et pourtant, j'ai été hyper bienveillant, je lui ai bien parlé, etc. » Ça veut rien dire bien parler. Enfin, pour moi, qu'est-ce que j'allais dire? Pour moi, la bienveillance, il faut vraiment la définir. Il faut vraiment la définir parce que je pense qu'il y a... Enfin, moi, la bienveillance, si je la définis comme la communication non violente, je pense que c'est un grand intérêt. Par contre, je pense qu'il y a des gens qui vont se réclamer d'une certaine bienveillance, mais qui vont pas forcément être dans la non-violence. Alors après, voilà, faut définir bienveillance, mais après, moi, je sais que, par exemple, Hygiène Mentale, que j'aime beaucoup, il doit faire partie de la team Pipou. Moi, pour le coup, je trouve qu'il a un langage très non-violent. Je trouve que, vraiment, moi, j'adhère beaucoup. Je sais pas qui d'autre exactement se réclame de la non-violence, enfin de la bienveillance, pardon, et je sais pas assez ce qu'il y a derrière. Je sais pas. Par contre, ouais, après la team hardcore, bah je sais pas, ça reste un peu compliqué. Je sais pas si tu vas me lancer là-dessus, mais ça reste un peu plus compliqué parce que je peux comprendre aussi. Non, j'ai déjà un peu posé la question, c'était sur les limites. À Ouais. quel moment il faut abandonner la communication non violente ou ce qu'on appellerait la bienveillance? À quel moment on peut légitimement être violent, être virulent, être plus dans le rapport de Alors moi, force? après, peut-être quelque chose que je t'ai pas dit du coup tout à l'heure là-dessus, c'est je pense qu'à partir du moment où on subit de la violence de l'autre, enfin, libre à toi de réagir de la façon dont tu veux, mais je comprends totalement que tu réagisses de façon violente. Et du coup, c'est ce qui m'embête un peu parce que très souvent, quand on prône la non-violence, il y a des gens qui vont dire bah, quoi qu'on te fasse, en face de toi, tu dois réagir de manière non violente, un peu une injonction, parce que c'est mal, entre guillemets, de réagir de manière violente. Sauf que quoi qu'on te fasse, j'ai envie de dire non, en fait. Il n'y a pas de quoi qu'on me fasse, je vais réagir de manière non violente. Si je rencontre quelqu'un dans la rue qui vient me pousser, que ben, je vais lui dire non, mais qu'est-ce qui se passe? Et qui me repousse. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, je vais en venir aux mains, quoi. Je veux dire, je veux bien être gentil, mais à partir du moment... Et forcément, pousser, c'est une violence très facile à voir, donc forcément, les gens ils vont comprendre. Les gens vont comprendre, tu leur dis, bah, on me pousse physiquement, donc je vais rétorquer. Par contre, la violence que les gens ont beaucoup moins de facilité à voir, c'est vraiment la violence plus oppressive. C'est ben voilà, en fait, des gens qui vont utiliser, voilà, qui pas forcément utiliser consciemment, mais qui vont être violents vers toi de manière, ben, on va dire, parce qu'ils sont en position dominante, etc. Je comprends totalement qu'il y ait une violence en retour parce que tu subis une violence. Ce qui est dommage, c'est que cette violence, très souvent, elle est invisible et que du coup, les gens la voient pas. Et du coup, moi, je ne fais aucune injonction à la non-violence aux personnes qui subissent des violences, j'allais dire. Euh, oui, je comprends qu'on réagisse de manière violente. Et du coup, ouais, c'est vrai que je pense que quand je te parlais du mec que j'ai viré de mon Discord, j'avais l'impression de subir des violences sexistes, en fait, dont il ne se rendait pas compte. Et qu'au bout d'un moment, c'est pour ça que j'ai dit stop, en fait, parce que là, j'ai plus envie, quoi. J'ai plus envie, j'entends bien, mais j'ai plus envie. Je pense que c'est ça qui est compliqué parce que j'aime pas du tout ce discours de essayer de toujours être le moins violent possible. J'aime pas. Ouais, ce que tu dis, ça me fait penser à toute la violence très implicite
qui est faite de la communauté sceptique vers les, les gens ou les croyances qu'on critique, Ouais, qui ouais. sont souvent en plus des gens qui sont en dessous au niveau classe sociale ou capital culturel, tout ça. Et quand en Mhm. retour on essuie de la violence de la part des communautés qu'on critique, bah, on s'insurge en se pensant légitime C'est pour ça. X raisons, parce qu'on est dominant socialement, je pense. En se croyant meilleur, en fait. En étant sûr d'être mieux, d'être plus intelligent, de mieux penser que l'autre. Et on n'arrive pas à comprendre ce qui peut susciter de la violence alors qu'on a dit les choses les plus intelligentes et la vérité à l'autre, alors qu'en fait, il n'y a pas de vérité ou de choses plus intelligentes et que cette posture, elle est hyper violente, en fait. Mais ouais, tout à fait d'accord. Là, je reviens sur le côté collaboratif alors. Ouais, c'est plus Est-ce ça. que tu le constates, toi, le côté collaboratif dans le milieu sceptique? Oui, je le constate et je l'aime beaucoup. Et c'est en plus quelque chose que je constate pas beaucoup ailleurs. Donc je suis très 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 heureuse. J'ai été parfois, quand je vais me rechercher des publications scientifiques ou quoi que ce soit, si j'ai un problème, en fait, quand je demande à la communauté sceptique, il y a beaucoup de gens qui prennent de leur temps, de leur énergie pour venir parler avec moi, pour venir m'expliquer des choses. Et même quand je leur dis, je comprends pas ce mot, je comprends pas ce mot, ils vont prendre le temps d'essayer de me l'expliquer avec un langage plus accessible. Et alors ça c'est pour moi personnellement, mais j'allais dire de manière générale, je trouve que c'est quand même un milieu où il y a un truc un peu comme ça collaboratif qui se met en place si on, si on nommait un petit peu les tensions qu'il peut y avoir entre certaines personnes. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu des discussions, comme je te dis, des discussions qui me passionnent, où en fait les gens ont envie d'aller à la recherche de la vérité, de s'entraider, de se donner des sources, de se donner des pistes, de réfléchir ensemble, de discuter ensemble. Et ouais, je trouve que ça, je le vois plus ici qu'ailleurs. Ça fait partie aussi du libre où en fait tu vas créer un logiciel en donnant ton code à tout le monde pour que tout le monde puisse l'améliorer et que tous ensemble on fasse un meilleur logiciel. Et je le vois aussi dans Hygiène mentale. Je pense à son épisode des diapositives de Roswell où en fait il dit que c'est toute la communauté sceptique dans le monde entier qui s'est mis ensemble, la main dans la main, pour essayer de trouver d'où venaient ces diapositives. Et ouais, j'ai l'impression quand même que c'est plus répandu que dans d'autres communautés, ce côté on collabore tous ensemble, quoi. Est-ce que ça vient du fait qu'on essaye d'imiter le fonctionnement de la communauté scientifique? Parce que la communauté Ah, scientifique fonctionne comme ça. c'est vrai, je ne savais pas. Tu me La revue l'apprends. par les pairs, par exemple. Oui, effectivement. Ouais. J'avais pas, enfin, je connais pas énormément la communauté scientifique, mais si c'est ça, franchement, je trouve que c'est une super idée, quoi. Pour moi, ça correspond totalement à mes valeurs et c'est ça qui nous fera en plus aller vers plus de vérité aussi, quoi. Non, je savais pas, enfin, j'avais pas forcément cette image en tête de communauté scientifique égale collaboratif. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vachement de compétition et de concurrence là-dedans, non? Il y en a aussi beaucoup. Mais bon, en principe, il y a quand même beaucoup de collaboration, quoi. Et ben, en parlant de conflits et d'idéologies différentes, euh, c'est quoi les conflits que tu peux identifier dans la communauté sceptique, par exemple, autre que droite et gauche? Alors, j'allais dire Team Pipou et bienveillance, mais ça, c'est facile. Tu vas me dire Team Pipou et hardcore. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si on enlève droite et gauche, si on enlève bienveillant et hardcore, des conflits. Oui, il peut n'y J'allais dire avoir que cela. humaine, mais c'est droite et gauche en fait. Enfin, peut-être pas, hein, c'est peut-être pas exactement les mêmes, mais j'ai l'impression que c'est un peu ça. Je me demande, mais je me demande si en fait il n'y a pas des gens, par exemple, racisés qui se sentent pas entendus, des femmes qui se sentent pas entendues, je me demande si en gros les catégories opprimées sentent qu'elles ont leur place dans la communauté sceptique, mais en même temps peut-être que comme elles le disent pas, du coup on le sait pas trop, ou peut-être comme elles sont pas entendues. C'est une question que je me pose. C'est là quand tu me dis ça, et sinon non, je vois pas, mais peut-être que si ça me vient je te dirai, mais pour l'instant je vois pas. Bah, d'ailleurs, à ce sujet-là, tu en connais beaucoup, toi, des femmes ou des personnes racisées dans le milieu zététique qui produisent du contenu ou non?
Non. Non. Des femmes racisées. Non, je connais pas. Je sais pas si toi tu connais. Moi, je disais des femmes et ou des personnes racisées. Je veux dire Alors, des femmes, je connais. des Des minorités femmes, je opprimées. connais. Je connais, effectivement. Je pensais que tu me disais des catégories opprimées. Alors, je connais des femmes qui font du scepticisme. Racisées, il me semble pas. C'est fou parce que ça me paraît bizarre. Je connais. Bah ouais, non, mais en fait, je réfléchis. Hein. Oui, je connais moi, me dit mon mari. Après, je sais pas si les gens me trouvent très racisée, hein, je sais pas. Mais je suis pas une blanche, on va dire. J'ai deux parents qui viennent pas de France. Voilà, il me semble que il y a des personnes handicapées, il y a des personnes homosexuelles, il y a des femmes. Je sais pas si toutes le disent ouvertement, mais oui, qui s'expriment. Mais par contre, j'allais dire, j'ai l'impression qu'en général, c'est plutôt des personnes qui ont qu'une tare entre guillemets, qu'un truc d'oppression. Il me semble pas que je connais des personnes qui cumulent les oppressions. Peut-être que je me trompe. Mais c'est vrai que dans ma tête, j'ai plusieurs exemples de personnes qui vont avoir une catégorie opprimée, enfin une catégorie, je sais pas comment on dit, un pan de leur vie opprimé, mais pas le reste. Des personnes qui cumulent un peu tout, j'ai plus de mal. Et est-ce que tu penses que ça, du coup, ça fait que dans la communauté sceptique, on a beaucoup d'angles morts, qui fait qu'on traite moins certains sujets que d'autres? Par exemple, le Oui. féminisme, c'est très peu traité sous un bon angle. Et moi, je pense que Ouais. c'est parce que ça manque de femmes productrices de contenu. Il y en a Mhm. peut-être beaucoup qui suivent les contenus sans en produire. Mais bon, comme c'est des gens qui produisent le contenu, qui construisent qui Mhm. construisent notre culture sceptique, ça reste un problème. Alors moi, j'ai l'impression que il y a enfin moi, c'est peut-être parce que je fais partie de cette éthique scepticisme et féminisme, j'ai l'impression que je connais pas mal de femmes qui font du contenu sceptique. Par contre, clairement, elles ont pas la même, elles sont pas suivies par la communauté, elles ont pas la même, il y a pas plein de gens derrière, etc. Je me demande si le fait que ce soit des femmes ne joue pas dessus. Je pense qu'au final, c'est pas juste le fait que des personnes produisent des contenus ou pas, c'est que la communauté sceptique, en fait, elle va plutôt se tourner vers des hommes blancs, cis-bourgeois, etc., qui parlent un peu comme des scientifiques, etc. C'est plus la communauté que le fait de gens qui produisent, j'ai l'impression. La communauté, elle va plus avoir confiance en ces personnes-là, elle va plus se tourner vers ces personnes-là, du coup, ces personnes-là vont être plus vues, vont avoir plus de visibilité et vont avoir plus de, entre guillemets, d'ascendant, entre guillemets, sur la communauté sceptique, quoi. Une plus grande place. Mais du coup, pour le coup, c'est vrai que zététique, scepticisme et féminisme, je trouve que c'est un groupe qui met beaucoup en avant les femmes qui produisent du contenu sceptique, et ça m'aide beaucoup. En fait, je pense que c'est aussi grâce à ce groupe, maintenant que j'y pense, hein, que je connais beaucoup de femmes en fait qui produisent des contenus, parce que il y a ce groupe qui, souvent sur Twitter, va mettre en avant des femmes, quoi, va dire, bah regardez, il y a des femmes qui font du scepticisme, telle personne, et qui vont partager des chaînes. Du coup, je suis perdu. Oui, l'importance de mettre en avant tous ces contenus-là pour occuper le terrain et on va dire combler les angles morts. Oui, franchement, je n'y avais pas pensé lors de ta question tout à l'heure, mais effectivement, je pense que zététique, scepticisme et féminisme notamment fait que j'ai beaucoup de femmes que je suis dans la communauté sceptique et que je les ai connues notamment grâce à ce groupe en fait, et pas que grâce à ce groupe parce qu'elles font partie du groupe, mais aussi parce qu'elles sont mises en avant par ce groupe. Après, ben, sur les autres angles, parce que là forcément ça parle de féminisme. Sur les autres angles, je sais pas, par exemple, sur le racisme ou des choses comme ça, j'ai pas l'impression que je vois beaucoup de contenu sceptique. Je sais pas si tu connais des... Enfin, je sais pas si je peux te parler, tu m'interviews. Je vois pas de, par exemple, ou sur le handicap, ou sur la transidentité. Quoique là, je sais qu'il y a une chaîne qui s'est lancée il y a pas longtemps, justement, qui a été lancée par une femme trans, je sais pas si tu connais. Xenia, alors je sais pas comment ça se prononce, K-S-E-N-I-A, qui produit du contenu sceptique et qui est une femme trans. Après, je sais pas si, personne racisée, je vois pas, par exemple. En fait, les angles morts, forcément, le féminisme, ben là, j'ai l'impression que j'ai beaucoup
de références grâce à ZSF, mais sur les autres angles morts, j'ai l'impression que j'ai pas beaucoup de références en fait, et c'est un peu dommage. Je me rends compte. Ouais, mais enfin, en vrai, ça confirme mon impression aussi. Je suis en Ouais. plein dans le biais de confirmation là, mais pareil, Ouais, en ouais. fait, plus j'entends des trucs là-dessus, plus je me rends compte que pareil, dans mes références étiquetées sceptiques, j'ai Ouais. aucune référence là-dessus. Je ne sais pas vers qui m'orienter pour avoir du contenu sceptique là-dessus. Sauf du contenu peut-être produit par des hommes blancs. Oui, hélas, toujours les mêmes. Et bah, j'en fais partie puisque je suis un homme blanc qui produit un contenu dans son coin. C'est vrai. C'est quoi ta chaîne? Faudra que tu me dises à la fin. Je n'ai pas de chaîne, ça sera publié sur la chaîne des Dubitaristes qui sera ouverte pour l'occasion. Voilà, c'est ça. Je croyais que tu Voilà. avais déjà produit. Non, non, non. Ah bah, je regarderai avec plaisir. Je vais essayer de faire le lien entre ce qu'on vient de dire et une autre question que je voulais te poser. C'est que on vient de dire qu'on a peu ou pas de références sceptiques sur des sujets non traités habituellement ou sur des oppressions systémiques. On a peu de références qui sont étiquetées sceptiques sur ces sujets-là. Mais Mhm. la culture sceptique, c'est pas uniquement la culture qui se revendique du scepticisme. C'est pour faire fonctionner l'esprit critique, il faut avoir une culture large, très diverse, Ouais. qui peut être de tous les sujets d'ailleurs. Et on parlait tout à l'heure du polyamour. Est-ce qu'on peut considérer ça comme de l'esprit critique parce que finalement ça remet en cause beaucoup de nos conceptions du monde. En regardant ta chaîne, euh, Ouais. les autres vidéos, celles qui sont pas étiquetées sceptiques, je me disais, ta Mhm. remise en question de l'amour, du couple, des relations, elle est Mhm. peut-être plus importante au niveau Mhm. social et au niveau individuel que beaucoup d'autres des remises en question qui sont faites habituellement par les sceptiques. Par exemple, des controverses technologiques ou, Mhm. on sait rien, moi, les OGM ou l'homéopathie, qui sont des sujets importants. Hein. Mais peut-être que les questions que tu abordes sont plus importantes sur certains aspects. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire et je pense qu'en fait, comme si je sentais pas ce sujet légitime, et je pense que c'est dû au fait que je suis dans cette société qui légitime certains sujets et moins d'autres, en fait. J'ai pas l'impression que c'est quelque chose de enfin, qu'est-ce que j'allais dire? J'ai l'impression que légitimement devant la société, je trouve ce sujet moins important, et notamment pour la communauté sceptique aussi, et je sais pas pourquoi, en fait. Je m'interroge parce que je, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est quand même un sujet hyper intéressant, que c'est quelque chose qui peut vraiment déconstruire profondément quelqu'un, et j'arrive pas à comprendre pourquoi tout d'un coup, en fait, jusque-là, il me paraissait si évident que c'était moins légitime. Et du coup, je me demande s'il n'y a pas un truc de simplement la violence symbolique, voilà, de notre société nous dit quels sont les sujets légitimes et les sujets non légitimes, et que ça, c'est un sujet non légitime. Je me demande si c'est pas ça, mais effectivement, je suis dans ce questionnement. Juste quand tu disais qu'on n'avait pas trop de... On pensait pas à des références sur des personnes opprimées, sur des trucs oppressifs. Je sais pas si tu connais le groupe Zététique Métacritique, Oui, mais bien sûr. voilà. Pour moi, ça, c'est quand même une référence, on va dire. C'est quand même une référence. J'ai beaucoup parlé avec des personnes de ce groupe, et c'est elles qui m'ont vraiment beaucoup, beaucoup apporté sur le système d'oppression, sur une critique du scepticisme qui va au-delà, en fait, sur le scepticisme vis-à-vis de la communauté sceptique, en fait, euh, si on peut dire ça comme ça, et qui me fait voir des oppressions que je ne voyais pas forcément, et très souvent, je suis plutôt en accord avec ces personnes. Et pour moi, c'est vraiment les discussions que j'ai avec les personnes du groupe Zététique Métacritique sont en général, pour le coup, très non violentes, vraiment. Ce qui est assez bizarre peut-être à entendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui les qualifient de très violents, ces personnes de la communauté Zététique Métacritique. Pour ma part, j'ai eu beaucoup, beaucoup d'échanges très longs avec ces personnes, avec des personnes de ce collectif où il y a beaucoup de femmes notamment, où il n'y a pas que des hommes, ça c'est cool. Et j'ai eu des discussions tellement intéressantes, tellement ouvertes, tellement non violentes, qui m'ont beaucoup apporté et qui m'ont même bouleversée dans ma vie personnelle. Enfin voilà, c'est dommage que je l'ai pas cité jusque-là, mais pour moi vraiment, je pense que
en tout cas, je pense qu'ils ont une place, en fait. Je ne sais pas exactement quelle est leur place dans la communauté sceptique. J'ai l'impression qu'en fait, ils ont une place de demander aux gens de la communauté sceptique de s'interroger sur le système oppressif, sur tout ce genre de choses, en plus avec des références, en plus avec des gens qui connaissent ce dont ils parlent. Et du coup, pour moi, c'est vraiment... pour le coup, personnellement, ça m'a beaucoup apporté. Et je pense que ça peut apporter beaucoup à la communauté sceptique, surtout si on est un peu plus dans une communication non violente. Après, ça, c'est mon approche à moi. Après, voilà, de ce que j'en ai compris, ils ont été dans la non-violence au début, ça n'a pas marché, du coup, ils sont passés à des méthodes plus violentes. Mais voilà, je sais pas exactement, j'ai pas tout suivi. Mais pour le coup, là, je pense qu'effectivement, ça pourrait être quelque chose qui apporterait beaucoup à la communauté sceptique, ce genre de questionnement, en fait. Et je peux que plus soyez. Allez lire Zététique Métacritique, c'est vraiment excellent. Oui, c'est vrai qu'on Ouais. l'avait pas cité jusqu'ici. Pour moi, ils sont vraiment... euh, c'est un exemple typique de la scission gauche-droite dans la communauté sceptique. Et ouais, forcément, je suis très proche d'eux, donc forcément. Non, mais j'aime beaucoup les personnes qui composent. La plupart des personnes avec qui j'ai parlé qui composent ce groupe, je les trouve vraiment top, quoi. Super. Et effectivement, dans leurs articles, eux, ils remettent en cause les systèmes oppressifs et pas seulement Tout les à controverses technologiques. Et Ouais. en lisant ces articles et en y réfléchissant après, c'est d'où Mhm. m'est venue ma question sur l'importance des remises en question. Euh, En Ouais. fait, c'est peut-être plus important de remettre en question euh, je sais pas, nos stéréotypes raciaux ou nos relations interindividuelles, notre conception de Mm. l'amour, parce qu'en fait, on Mm. voit des gens tous les jours et Ouais. remettre en cause, j'en sais rien moi, les OGM, qu'est-ce que ça nous apporte Mhm. en fait en tant que Ouais. groupe social? Parce que ok, c'est un sujet important, mais je suis pas convaincu que dans ma vie de tous les jours, c'est un réel impact. Mm, mm. Mais c'est bien vu. C'est bien vu de réfléchir à ce genre de sujet, je pense, mais effectivement. Moi, de toute façon, par exemple, si je pense à des personnes de ma famille, enfin, ou de ma belle famille, etc., si je vais leur parler OGM, ils vont être super contents, voilà, des sources scientifiques, blablabla. Si je leur dis polyamour, ils vont dire non. Non, merci. Changeons de sujet. Moi, il me restait une dernière question que j'avais notée au vol en écoutant tes vidéos. Tu avais dit une fois que le scepticisme avait changé ta vie émotionnelle. Est-ce que Oui. tu peux développer là-dessus? Eh bien, oui, je peux développer là-dessus. Je pense que c'est justement, ça parle des oppressions. Je pense que j'ai subi des oppressions dans ma vie pendant beaucoup d'années sans me rendre compte de ce que c'était. Et j'arrivais pas à mettre des mots dessus, en fait. Il y a vraiment beaucoup de... Je pense que j'ai beaucoup souffert de plusieurs situations sur lesquelles j'arrivais absolument pas à mettre de mots. Et d'entrer dans la communauté sceptique, de commencer à échanger avec les gens, et notamment avec les gens de Zététique Métacritique, avec qui on a fait pas mal de discussions vocales qui m'ont parlé de sciences des oppressions, enfin de sociologie des oppressions et tout, ça m'a bouleversée. Ça m'a vraiment, vraiment, vraiment bouleversée parce que je pense, enfin, je me suis rendu compte que j'ai été, comment on peut dire, énormément victime de classisme en fait, mais que je savais pas du tout ce que c'était, que je savais pas du tout mettre des mots dessus, et que j'en ai beaucoup souffert, et qu'en fait aujourd'hui j'en souffre encore parce que je viens vraiment, j'allais dire, d'une catégorie très 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 défavorisée et très 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 mal perçue dans la société. Moi, si tu veux, avant, je sais pas si je raconte toute ma vie, mais si, ça peut être intéressant, mais euh, je sais pas ce que j'ai envie de raconter là-dessus, mais bref. Pour moi, ça a été une réelle violence, entre guillemets, de sortir de là d'où je venais pour être intégrée à la classe moyenne blanche. Ça a été très 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 difficile parce que c'est des codes que j'avais pas et parce que tous les codes que j'avais étaient très méprisés, étaient très mal vus. Et c'était des codes que moi j'aimais bien. Et du coup, en fait, sans comprendre pourquoi, je suis rentrée dans le moule de ce qu'on attendait de moi. Mais c'est une grande souffrance continuelle parce que je sais qu'à partir du moment où j'essaie d'être un peu plus comme j'ai
grandi, tout le monde va me rejeter et c'est super dur en fait à vivre et je me rendais pas exactement compte de tout ça, mais je sais que que dans la classe moyenne blanche française, il y a des trucs qui se font pas, il y a des trucs il faut un certain langage, il faut une certaine tenue, il faut pas faire comme j'ai appris à faire depuis toujours et j'ai l'impression qu'en plus c'est des manières beaucoup plus froides, beaucoup plus distantes et c'est des choses qui me pèsent beaucoup. Mais que j'ai beaucoup intégré et que, en fait, j'avais honte de mes origines, mais je m'en étais pas aperçue. J'avais honte de mes origines sociales parce que la société me pousse à avoir honte de la façon dont j'ai été éduquée. Et du coup, c'est compliqué parce que j'en avais pas conscience intellectuellement du tout. Mais que je sentais une colère permanente en moi sans la comprendre. Et je sentais une colère contre des personnes sans réussir à comprendre pourquoi j'étais en colère contre des personnes qui avaient l'air très gentilles et qu'on pouvait rien leur reprocher parce qu'elles étaient vraiment, pour le coup, elles avaient l'air bienveillantes et gentilles, etc. Et tout d'un coup, me rendre compte, en parlant, par exemple, avec des gens de zététique, métacritique ou quoi, qu'il pouvait exister une oppression de certaines classes sociales. En fait, tout d'un coup, j'ai vraiment mis beaucoup de choses de ma vie perso en perspective avec ça et je me suis rendu compte de beaucoup de violences subies que je n'arrivais pas. J'avais jamais étiqueté ça comme de la violence subie. Et du coup, ça a été vraiment un bouleversement et du coup, j'ai compris beaucoup de colère que j'avais et que je comprenais pas d'où venait cette colère. Donc vraiment, ça m'a vraiment beaucoup bouleversée. Ça a été des semaines où vraiment j'étais en train de redécouvrir ma vie, quoi. Donc, et de me demander comment j'allais agir dans le futur, mais c'est vrai que ça a calmé beaucoup de colère, en fait. Donc, c'est plutôt cool. Après, je sais pas. En même temps, ça a calmé de la colère. En même temps, je me demande... je pense que j'ai toujours senti que je trahissais ma classe. Et du coup, ça aussi, c'est des questionnements que j'ai. Ça veut dire quoi trahir ? Est-ce qu'on trahit sa classe parce qu'on cherche un peu plus de confort ? Est-ce que c'est mal ? Est-ce que je devrais refuser ça, être tout le temps en train de lutter ? Et c'est assez bizarre, hein, parce que du coup, on va dire que ça a vraiment mis des mots sur des choses que je vivais et que j'avais aucun mot à mettre dessus, en fait. Et du coup, voilà, c'est vraiment, je pense que c'est pas fini comme bouleversement, et je pense qu'il y aura d'autres bouleversements à venir, en fait, parce que même sur le féminisme, je pense que ça m'a fait pas mal bouger, parce que je me suis sentie légitime à en parler, par exemple. Je me suis dit, en fait, ce que tu as l'impression n'est pas complètement bullshit, parce que y a des gens qui apparemment, voilà, avec qui tu parles, qui s'y connaissent et tout, qui te disent que c'est pas bullshit. Je pense que ça me légitime à plein de niveaux, où je me sentais pas forcément légitime, où je me disais, ce que tu ressens n'est pas explicable. J'allais pas dire pas normal, mais pas explicable. J'ai une colère contre certaines catégories de population que j'arrive pas à comprendre, en fait, et que, quelque part, j'ai jugé mal pendant une partie de ma vie, en me disant, mais pourquoi t'es en colère contre ces gens, tu vois ? Et c'est vraiment en ça que ça m'a bouleversée, et je pense que ça va continuer à me bouleverser, parce que je pense que je vais continuer à apprendre, mais vraiment, le début a été vraiment un gros waouh. Waouh, c'est le mot. C'est super riche, beaucoup de bouleversements Ouais. émotionnels. Ouais. Et tel que tu le dis, ça ressemble vraiment à un puissant fond de questionnement. Ça a pas l'air fini. Pas du tout, pas du tout. Franchement, comme je te dis, il y a beaucoup de souffrances que je me rendais pas compte, hein. Bref, moi j'avais jamais compris qu'il y avait différentes catégories sociales. C'est assez débile dit comme ça, hein. Aujourd'hui, quand je regarde en arrière, je me dis mais sérieusement, quoi. Donc du coup, en fait, quand tu te rends pas compte qu'il y a différentes catégories sociales, quand tu changes de milieu social, tu n'arrives pas à comprendre ce qui se passe, en fait. Tu te sens perdu. Et les gens, en fait, pour eux, c'est tellement évident. Je sais pas, si tu vas dans la classe moyenne blanche, c'est tellement évident que leur façon de se comporter est normale. Sauf qu'elle n'est pas normale, elle est celle de eux. Et en fait, des fois, j'ai envie de leur dire, mais si demain, on te mettait chez des aristos multimillionnaires tous, et qu'en fait, ils ont tous des codes que tu connais pas, mais qui sont non dits, et est-ce que tu te sentirais à l'aise ? Est-ce que ce serait facile de faire ta place ? En fait, non, parce qu'en fait, ils t'auraient tous étiqueté, ils sauraient tous que t'es pas comme eux, mais toi, tu t'en serais même pas rendu compte. Et je sais que là, je vais encore partir, je pars dans tous les sens. Bref, le polyamour, moi, j'aime beaucoup parce que ça m'a vraiment permis de connaître des gens de différents milieux socioculturels très, 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 très différents.
Et notamment, c'est là où j'ai connu des squatteurs et tout, vraiment, etc. Mais j'ai aussi connu, par exemple, des gens qui côtoyaient des millionnaires, etc., des gens carrément bourges et tout. Et par exemple, il me disait, je l'avais invité à manger à la maison. Il m'avait dit, tu vois, là, tu viens de poser ta fourchette comme ça, tu fais ça chez les millionnaires, tout le monde sait que t'es pas millionnaire, quoi. Je fais, ah. Ben oui, alors, du coup, ça me parle, parce que j'ai dû apprendre les codes de la classe moyenne blanche française, etc. Donc, ça me parle. Je me dis, ah ouais, effectivement, je sais ce que c'est quand t'arrives dans un truc où, en fait, tu connais aucun code, et en fait, tout le monde connaît les codes sauf toi, et qu'en fait, personne te dit rien, et t'es juste... C'est tellement difficile. Je sais pas, imagine que demain, tu arrives chez des aristos et que tu dois t'adapter alors qu'en fait, tu connais pas leurs codes et qu'en fait, ils les connaissent tous et qu'il y a comme norme implicite que personne dit les codes. Parce que les codes sont une évidence, les codes sont la norme et tout le monde les connaît, point. Et du coup, non, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile de se retrouver avec d'autres codes et c'est vraiment pas facile de faire comprendre aux gens à quel point c'est un bouleversement, en fait, de changer de classe sociale et de se retrouver sans comprendre que tu changes de classe sociale en plus. Hein. Moi, je comprenais pas ce qui se passait en fait. J'étais là et tout d'un coup, t'es entouré de gens qui trouvent tes manières, qui méprisent toutes tes manières d'être en fait. Et tu sais pas pourquoi en fait. Et tu comprends pas parce que jusque-là en fait, ça se passait bien en fait. En fait, c'est juste que t'es sorti de ton quartier et tu te rends pas compte que en fait, en dehors de ton quartier, les règles sont pas les mêmes et tout. Et du coup, tu te dis, en fait, ici, je peux pas parler comme ça, ici, je peux pas m'habiller comme ça, ici, je peux pas faire ce genre de choses, mais du coup, comment faire? Et du coup, c'est vrai que c'est vraiment un grand bouleversement. Et vraiment, le polyamour avait déjà quand même commencé à m'ouvrir à ça parce que tu partages une intimité avec des gens qui peuvent être de milieux très différents. Alors après, le truc, c'est que c'est peut-être aussi parce que j'ai cherché sur des applis de rencontres et que les applis de rencontres, c'est pas que des gens de ton milieu socioculturel, en fait. Vraiment, t'as beaucoup de gens d'autres classes sociales, d'autres milieux, t'as vraiment de tout. Et du coup, c'est vrai que j'avais commencé à voir que dans chaque endroit, la vie est différente, dans chaque endroit, les codes sont différents, et que tout ce qui nous paraît normal n'est pas normal, quoi. Enfin, n'est pas forcément normal, c'est juste les codes de ta classe sociale, quoi. Ouais. Et l'esprit critique, du coup, pour toi, est un outil pour s'y retrouver dans tout ça. Ouais. Je trouve que ça fait un excellent mot de la fin. Parfait. Merci à Andrea pour cette interview, j'espère qu'elle vous aura plu. Les Dubitaristes, c'est une association basée à Bordeaux. N'hésitez pas à suivre nos activités si le sujet de l'esprit critique vous intéresse ou si vous avez envie de vous impliquer. À une prochaine et que le doute soit avec vous.